l'origine un petit peu de cette table ronde, c'est la première fois qu'on le fait sous cette forme à l'intérieur d'un parcours facilitateur. C'est voilà, l'occasion qui nous a été donnée par l'impossibilité de commencer avec la promo 2 et puis pour la promo 1 qui va attaquer le module 3. C'est aussi le moment où on a des questionnements, on a des doutes, on a du mal peut-être à faire du lien à ce moment précis entre ce qui se passe dans la formation et puis le retour à la vie quotidienne. C'est un moment assez particulier, ce module 3. Donc on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de vous faire bénéficier du témoignage de personnes qui ont fait ce parcours au sein de leur organisation ou qui se sont inscrites à ce parcours pour qu'elles partagent le côté concret de ce qui s'est passé avant, pendant et après cette formation. Donc ça, c'est vraiment l'idée et l'intention qu'on a eue avec ce temps d'inspiration. Peut-être que maintenant, on va pouvoir partager une petite slide de présentation et puis pour partager cette expérience. Voilà, Isabelle, si tu peux nous faire un petit signe quand on repère bien dans les caméras. Super, merci Isabelle. Émilie, un petit signe. Et Anne-Céline. Super, merci. Alors, je pense on va commencer tout de suite par vous poser la première question. Les unes après les autres, pendant quelques minutes, on vous propose de vous présenter qui vous êtes, de dire quel métier vous faites et où est-ce que vous travaillez, bien sûr. Et puis aussi, comment vous avez décidé de faire cette formation pour Anne-Céline et comment on vous l'a proposé pour Émilie et Isabelle au sein de votre organisation. Comment c'est venu? Et peut-être, voilà, pour faire la transition avec la suite, comment vous l'avez accueilli? Qu'est-ce que vous en pensiez au départ? Comment vous la voyez? On laisse les questions parce que j'ai posé beaucoup de questions là pour commencer, donc on les laisse à l'écran. Et je propose à Émilie de commencer. Emma, pardon, je me permets, Oui, je pense je t'en prie. que comme nos témoins ont les questions de leur côté, je vais quand même enlever puisque c'est plus agréable de Ok, voir les visages. Voilà. parfait. Et c'était un petit mémo et Si j'arrête jamais le vous en partage avez d'écran, je le remettrai tout besoin, à l'heure. voilà, vous nous le dites. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à brancher votre caméra parce que témoigner sans témoin, c'est toujours plus compliqué. Alors, Émilie, je te passe le micro. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Émilie Martinan. Je suis actuellement chef de projet à la direction des achats d'État au sein du ministère des Finances. Et j'accompagne 200 établissements publics de l'État dans le cadre de leur performance achat. Donc, c'est des établissements publics qui peuvent être très divers, hein. Ça va du commissariat à l'énergie atomique au musée du Louvre, aux universités, à l'établissement français du sang et même d'ailleurs au CNES aussi, d'ailleurs, le Centre national d'études spatiales. Euh, donc, moi, le déclencheur on va dire le moment où je suis tombée dans la marmite de l'intelligence collective, on va dire, c'est grâce à deux de mes collègues qui avaient suivi justement la promo 1 du parcours de facilitateur au sein de notre ministère. Voilà, ils avaient un peu la fibre innovation au départ et donc ils avaient voulu tester cette formation auprès de référents innovants. Et du coup, elles m'ont embarqué tout de suite avec elles sur des facilitations le jour J pour les aider dans des séquences. Et je me suis sentie pour accompagner, justement, c'était intéressant, je trouvais, d'accompagner les autres dans leur phase d'idéation, de co-construction. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de suivre le parcours dès qu'il y a eu une promo 2. Et je voyais bien qu'en fin de compte, au-delà d'une formation qui permet d'acquérir, certes, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, etc., pour moi, finalement, c'était même presque acquérir un nouveau métier, quoi. Voilà, je souhaitais vraiment pouvoir exercer ce métier. Et aujourd'hui, c'est vrai que commissaire des finances, on a la chance de pouvoir avoir constitué un vivier de référents internes, enfin de facilitateurs internes en intelligence collective. Et donc, on peut être mobilisé en fonction des besoins des différentes directions, en plus de nos missions. Voilà, donc ça s'intègre là-dedans.
Et voilà, pour moi, c'est une nouvelle casquette qui me plaît beaucoup. Voilà. Emma, Embarqué ouais. par les collègues et avec un a priori très positif au démarrage du coup. Oui. Merci Émilie. Alors je passe la parole à Isabelle. Bonjour, donc effectivement, donc moi Isabelle Salin-Larclos, je travaille au CNES, donc Émilie vient d'expliciter l'acronyme, c'est le Centre national d'études spatiales. Donc on est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, et je suis basée à Toulouse. Et donc moi j'arrive du monde technique. Donc avant je travaillais il y a pas longtemps, hein, il y a 18 mois, je travaillais sur un satellite, une mission martienne, donc vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle a pas mal été médiatisée. C'était pour faire de la sismologie sur Mars, un sismomètre qui s'appelle SACE, c'est une mission de la NASA. Et ensuite, donc en fait, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe de la conduite du changement qui a été créée au CNES, donc il y a 2 ans maintenant. Et j'ai saisi cette opportunité pour aller faire quelque chose de plus transverse, de voir un petit peu l'intérieur de la machine, j'ai envie de dire. Il s'avère que ce projet était accompagné par Infusio. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de faire cette formation. En même temps, nous, il y avait déjà eu une promo qui était en cours au CNES, mais dans laquelle je ne connaissais personne. Donc, je connaissais aucune personne qui était dans ce premier parcours et je n'avais jamais échangé avec eux. Donc, j'ai eu cette opportunité. Alors, moi, mon sentiment initial n'était pas tout à fait le même que celui d'Émilie. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je le disais, j'arrive du monde technique, donc avec une approche très carrée, très cartésienne. Et l'intelligence collective, au début, ça suscitait beaucoup, beaucoup de questionnements pour moi. C'est-à-dire que dans l'ensemble de mon parcours, soit mes études ou après mon parcours professionnel, moi, j'avais vraiment la certitude que toute seule, j'étais vraiment beaucoup plus efficace. Donc l'intelligence collective, ça venait un peu contrecarrer toutes ces croyances-là. Et donc finalement, j'ai abordé cette formation avec, je pense ce qu'on va appeler un vrai doute cartésien, pour le coup, mais aussi avec beaucoup de curiosité. Donc voilà, je vous raconterai la suite dans le déroulé des questions. Merci beaucoup Isabelle. Alors Anne-Céline, je t'en prie, je te passe le micro. Ouais. Alors, donc moi, Anne-Céline Bertrand, moi j'anime un mouvement qui s'appelle Acts and Facts, qui est une association d'entreprises au sein d'un écosystème, l'écosystème Mullier. Donc, les entreprises Mullier, pour vous citer les grosses, il y a Decathlon, Leroy Merlin, Auchan, Kiabi, Noroto, voilà. Et il y a aussi plein d'entreprises plus petites. Et moi, le mouvement que j'anime, en fait, il est pour accompagner ces entreprises dans leur transition écologique. Donc, on est très, très peu. En fait, on est 1,5 à animer ce mouvement-là. Et par contre, on a énormément de relais en entreprise. Alors moi, si je reprends l'expression que tu as utilisée, Émilie, sur comment je suis tombée dans la marmite de l'intelligence collective, j'ai travaillé 10 ans en contrôle financier et contrôle de gestion. Et dans la dernière mission que j'occupais, donc c'était en 2017, j'animais notamment des réunions mensuelles pour tous les contrôleurs de gestion de région. Donc, ces personnes-là, donc la réunion durait 1 à 2 journées. Les personnes venaient de loin, elles consacraient du temps de déplacement. C'était des journées hyper denses. Et puis, à un moment, alors moi, j'organisais les réunions, mais je n'avais pas la main sur l'animation. Et à un moment, plusieurs personnes m'ont fait le retour je repars de là, je suis vidée. Je suis épuisée, je suis démotivée. Franchement, je ferais mieux de ne pas venir. Donc là, c'était quand même un peu raide. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour qu'ils repartent de là un peu plus boostés. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai cherché et que je suis tombée sur l'intelligence collective. Et donc, je leur ai dit, moi, je vais me former à la facilitation. Et finalement, ils ont tous voulu se former. Donc, j'ai emmené tous ces directeurs de contrôle de gestion, on est tous allés se former à la facilitation. Et ça, c'était la première étape. Et donc, on a fait une formation très courte parce qu'on considérait qu'il ne fallait pas non plus trop investir sur ce sujet. Donc, on a fait 2 jours de formation. Voilà. Et on a découvert les basiques, les outils. Et puis, moi, j'ai cheminé avec ça. Et puis, en 2019, donc, j'utilisais quand même déjà beaucoup ces outils. Entre-temps, j'avais fait le constat que là où on pouvait penser
qu'on n'allait pas atterrir sur des choses très concrètes ou qu'on n'allait rien décider, qui était un peu notre crainte en fait dans cette filière finance. On se disait qu'on n'allait pas décider, qu'on allait être beaucoup dans plein d'idées, mais rien décider. Et donc moi, j'avais déjà déconstruit cet a priori-là. Et puis en cheminant, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais un peu de difficulté à trouver mon style de facilitation. Et puis que j'avais pas trop confiance en moi. Et donc, en fait, ça m'empêchait vraiment d'assumer cette posture de facilitatrice dans des réunions. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché à pouvoir aller plus loin et puis à la fois gagner en aisance, en confiance en moi et aussi vraiment trouver ma patte à moi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le parcours Facilitateur. Donc, moi, je suis en plein dedans. Hein. J'ai vécu mon 2e module. On a fini le module 2 la semaine dernière. Voilà. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Anne-Céline. Je fais juste une petite pause pour vous rappeler que si vous avez des questions que vous souhaitez partager, inscrivez-les dans le chat. On a un temps de questions-réponses à la fin, de toute façon, donc on les reprendra toutes. N'hésitez pas à les inscrire. On est d'accord que tu fais apparaître ton chat quand tu parles du chat. C'est normal. C'est fort. Ouais, voilà, tout va bien. Je le repousse de temps en temps, mais bon, quand je parle du chat, il arrive. Merci pour cette première introduction, cette présentation très intéressante. On va passer maintenant, parce que Anne-Céline nous disait à l'instant qu'elle en est au même moment que vous, promo 1. On va passer à l'étape un tout petit peu suivante, c'est-à-dire que voilà, nos 3 témoins ont été ou sont embarqués dans cette formation. Et maintenant, je voudrais vous interroger les unes et les autres sur peut-être vos 3 principales prises de conscience pendant la formation et les choses qui ont été, à contrario, peut-être difficiles ou compliquées ou les doutes qui sont apparus. Donc, en même temps, les prises de conscience et aussi, parce que ça fait partie de la formation, ça fait partie de ce chemin, ce qui a été difficile et peut-être des moments particuliers. Là, je propose peut-être à Isabelle de reprendre la parole. Ok. Donc moi, j'ai fait la formation avec Ségolène en fil rouge et Emma, tu étais aussi dans la promo. Donc tout à fait. C'est rigolo de se retrouver là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, moi, j'ai démarré cette formation avec un certain nombre de doutes et de questionnements. Et donc, je pense que ma plus grosse prise de conscience a été justement la puissance du collectif, en fait. C'est-à-dire que là où finalement, moi, j'arrivais avec cette certitude confortée par toutes mes années d'expérience que toute seule, j'étais plus performante, j'ai pu découvrir au cours de mise en application et de tests de ces moments d'intelligence collective durant la formation, qu'en fait, quand ça marche, quand l'énergie prend, déjà, cette énergie, on la ressent. Donc ça, moi, ça m'avait vraiment interpellée de sentir cette énergie-là. Et ensuite, effectivement, on aboutit à des résultats qu'en tout cas, pour ma part, je n'aurais pas trouvé toute seule. Et ça a été une vraie prise de conscience parce que ça allait à l'encontre vraiment de dizaines d'années de croyances. Donc, je crois que ça, c'est vraiment la plus grosse. Et je me rappelle très bien du moment où c'est arrivé, la façon dont ça m'avait interpellée à la synthèse, la récite de justement de l'un de ces ateliers qu'on avait fait, de me dire « Ah ouais, quand même, mais ça, je ne l'aurais pas trouvé toute seule. » C'était vraiment la plus grosse prise de conscience. La deuxième aussi qui a balayé, alors là, pas forcément des croyances, mais en tout cas des façons de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que, quand on discute, que ce qui est dit et que la conclusion soit juste, et juste à mes yeux, en fait. Et donc, je pouvais, parce que je le fais de moins en moins, être vraiment dans le débat pour être sûr qu'à la fin, la conclusion soit juste. Et en fait, l'une de ces prises de conscience, ça a été qu'en fait, le débat, ce n'est pas du tout efficace pour ça. Le débat n'est pas du tout la solution qui amène à la meilleure conclusion et à la conclusion la plus juste, y compris dans ma définition du juste. Et donc ça, c'était vraiment une prise de conscience hyper importante, et on y reviendra par la fin, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé et que j'essaie d'avoir en tête le plus souvent possible. Donc ça marche de mieux en mieux, c'est pas mal.
Et, euh, et je crois que la troisième prise de conscience, c'est un truc un petit peu plus perso. C'est-à-dire que c'est une formation qui est assez interpellante dans la mesure où, où elle fait vraiment appel à la posture plus que. Enfin, c'est vraiment de l'ordre du savoir-être plutôt que du savoir-faire, même si c'est un équilibre entre les deux. Et donc, ça questionne vraiment ce savoir-être. Et dans ce cas-là, ça interpelle finalement notre relation à l'autre, notre sensibilité, cette question d'ouverture. Et là encore, dans le monde scientifique dans lequel j'avais toujours évolué, c'est pas des outils, c'est pas des qualités, c'est pas des compétences qu'on applique. C'est un monde qu'on va dire plutôt froid et carré. Et donc la sensibilité, c'est en aucun cas un outil de travail. Et finalement, ce que j'ai découvert au cours de cette formation, c'est que ça pouvait être un outil de travail, qu'on avait le droit de s'en servir et que plus on s'en servait, plus finalement c'était puissant. Et notamment, Anne-Céline, tout à l'heure, quand tu parlais de ces réunions où les gens sortaient épuisés, je pense et je suis assez convaincue que c'est aussi parce que quelque part, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les autres, on ne s'écoute pas soi-même. Et finalement, on est dans cette coupure par rapport à nos ressentis qui fait qu'en fait, c'est épuisant de mettre cette barrière tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment une prise de conscience que là encore j'ai eue, qui a été très, très interpellante pour moi. Et je pense que si je fais bien avec les points compliqués, prendre connaissance de ça a été compliqué parce qu'une fois qu'il y a eu la prise de connaissance, après, il faut l'accepter, il faut le mettre en pratique. Et donc ça c'était, je pense, les éléments compliqués qui touchent notamment beaucoup au module 3 vers lequel vous arrivez, cette question du lâcher-prise qui interpelle vraiment ces éléments-là. Et donc, effectivement, ça, je pense que ça a été les moments difficiles pour moi. Et après, d'un point de vue plus technique, on va dire, je pense que Ségolène, tu pourras le conforter, mais c'est-à-dire que moi, j'étais tout le temps interpellée par quand je suis facilitatrice, est-ce que je dois être dans le groupe, à l'extérieur du groupe, et comment je trouve l'équilibre de cette bonne posture entre le dedans-dehors. Et donc ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Ça l'est toujours, et c'est une question que je me pose en permanence quand je suis en position de facilitatrice, c'est-à-dire qu'à quel point je suis dans le groupe ou à l'extérieur du groupe, et comment je navigue sur ce fil, donc justement comment je me mets en connexion et à l'écoute de ce groupe pour trouver ce bon équilibre. Oui, je confirme qu'on a de temps en temps des petits SMS d'Isabelle qui nous partage une situation, qui nous dit mais si je fais ça, est-ce que ça va ou pas? Voilà. Donc, et c'est bien vrai que c'est souvent ce sujet qui revient. Je fais juste une toute petite parenthèse. Tu as parlé du module 3 et du lâcher-prise. Il se trouve que pour la promotion 1, en tout cas là chez Volkswagen Finance, on ne peut pas le vivre comme toi tu l'as vécu. Et donc, on a une proposition qui est adaptée mais à la situation, mais qui n'a rien à voir du coup avec le contenu que tu as vécu, qu'on essaiera de rattraper quand on aura l'opportunité de se retrouver en vrai et en physique, parce que c'est compliqué de vivre ces choses-là en étant à distance. Voilà. Donc, pour que ma promo 1 ne soit pas surprise de ne pas toujours s'y retrouver dans ce que tu partages. Et puis, on va peut-être pas, si tu as terminé, Isabelle, oui. On va peut-être passer du coup le relais. Emma, est-ce que tu avais prévu un ordre particulier? Non, je n'avais pas prévu d'ordre particulier. J'ai envie de vous proposer, du coup, Anne-Céline et Émilie, de prendre la parole si vous le souhaitez. Enfin, celle qui a envie enchaîne sur tout ce que nous a dit Isabelle, qui était aussi assez riche. Moi, Anne-Cécile, si tu veux bien, je vais rebondir sur le témoignage d'Isabelle parce que pour le coup, je me suis vraiment reconnue à travers tout ce que tu as pu dire. C'est marrant parce que ma première prise de conscience, moi aussi, je m'en souviens très bien. Et moi aussi, c'était sur le collectif. C'était à la fin du premier module, en fait, qui était sur 2 jours. Et j'avais été finalement impressionnée de voir comment on avait pu justement créer ce collectif en si peu de temps avec oui, toute la puissance que ça peut amener avec des gens, voilà, on ne se connaissait pas 2 jours avant, on vient de directions de Bercy complètement différentes, sur des métiers différents, des responsabilités qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, en sortie de ce module 1 de 2 jours, on était un vrai groupe, on était une promo, on était là pour se soutenir et on savait qu'on pouvait déjà compter les uns sur les autres. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, quoi. Et du coup, je le retrouve aussi dans les facilitations où les gens eux-mêmes se disent, voilà, même des fois un atelier
de 2 heures, hein, on pourrait penser que c'est facile, mais non, c'est encore plus difficile de faire un atelier de 2 heures que de 2 jours. Mais finalement, même un atelier de 2 heures, les gens en ressortent avec ce sentiment-là de, voilà, quand ça fonctionne. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours, hein, le pire, c'est que ça marche, quoi. Enfin, au pire, ça marche, quoi. Et du coup, voilà, quand ça marche, le collectif, il est là et il est puissant et on aboutit à des choses assez rapidement. Ma seconde prise de conscience, en fait, elle a été tout au long de la formation, mais même, je le ressens encore aujourd'hui, c'est de voir le manque de bienveillance en fait, qu'on a dans nos univers professionnels. Et pour beaucoup, c'est vu comme une faiblesse, c'est vu comme une perte de temps dans la prise de décision. Et c'est pour ça que je me retrouve aussi dans ce que tu disais, Isabelle, c'est que finalement, quand même, on arrive à prendre des décisions et au contraire, elles sont beaucoup plus, parfois, pas forcément plus rapides, mais en tout cas, il n'y a pas cette recherche interminable de ce qui est juste, etc., de la conclusion juste. Et finalement, moi, je trouve que justement, ça favorise les échanges. On peut rebondir sur les idées de chacun plutôt que de critiquer. Ce qui, pour moi, en fait, de critiquer ne permet pas forcément d'avancer. Ou alors, il faut que ça soit une critique constructive. Où on dit, OK, so what, quoi. Enfin, tu n'es pas d'accord, mais alors donc, vers quoi on va et pourquoi, et très bien. Et voilà, mais je me souviens, donc voilà, c'était ce manque de bienveillance dans nos univers professionnels, alors que là, pendant la formation, on est envahi de cette bienveillance, enfin, on est bercé dans cette bienveillance. Du coup, moi, je me souviens que justement, j'avais posé la question au bout des 2 jours du parcours en disant à ma formatrice, Sandra, du coup, j'avais dit, mais quand on prend la casquette de facilitatrice, est-ce qu'après, on est obligé d'être bienveillante 24/24 parce que voilà, on reste quand même humain. Donc voilà, non, en fait, on n'est pas 24/24 bienveillant, évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience quand on porte un jugement. Déjà, ça, c'est de faire déjà un premier pas, c'est de prendre conscience quand on est dans le jugement et voilà, et de se remettre un peu dans de la bienveillance, parce que je trouve que c'est quelque chose ici qui permet finalement de mieux avancer en collectif. Et donc, si j'arrive à ma troisième prise de conscience pendant la formation, ce n'est pas une prise de conscience, pour moi, c'était la révélation. C'était vraiment sur la décision par consentement, où là, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas nécessaire de trouver la meilleure solution. C'est fou comme en fait, on est tous persuadés d'avoir la meilleure solution, alors qu'en fait, cette solution, elle n'existe pas tant qu'on ne l'a pas testée, tant qu'on ne l'a pas expérimentée. On ne peut pas savoir si c'est vraiment la meilleure solution. Et donc, de se dire que ça ne sert à rien de partir justement, quand on part de ce postulat qui est de dire, en fait, on ne connaît pas la meilleure solution au départ. Et donc, autant partir d'une solution proposée et d'essayer d'en faire une solution qui sera adaptée à tous parce que, voilà, on va la clarifier, on va, si certains n'adhèrent pas, mais OK, mais pourquoi, quel est le risque en fait d'appliquer cette solution pour le groupe, et dans ce cas-là, on trouve, voilà, s'il y a une critique raisonnable, argumentée, on trouve une solution pour y remédier et on améliore la solution de départ. Voilà, pour moi, ça, c'était vraiment une façon de procéder. C'était complètement révolutionnaire, quoi, parce que chez nous, voilà, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux et qui va dire, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et puis, on y va, quoi. On ne se pose pas de questions, allons-y. On verra bien dans 5 ans, quand on fera un rétexte, si on en fait un, si vraiment c'était la meilleure solution, quoi. Donc voilà, ça, c'était de partir de ce postulat qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. Il faut juste faire en sorte que... c'est pas de faire en sorte que tout le monde dise oui, c'est vraiment faire en sorte que plus personne ne dise non, parce qu'il n'y a pas de risque, parce que justement, la solution proposée, on a levé tous les risques pour tout le monde, quoi. Et si j'en viens à la partie un peu plus difficile pour moi, ça revient sur ce que tu disais, Isabelle, c'était le lâcher-prise. Et du coup, c'était complètement à l'inverse, c'est que moi, la promo 1 n'avait pas arrêté de me parler de le module lâcher-prise, c'est super, tu vas voir, ça va te faire perdre tes repères, mais c'est génial, il faut le faire, etc. Du coup, moi, j'arrive impatiente, le module lâcher-prise et tout, ça fait 1 an qu'on m'en parle. Et là, je crois que c'était... ah non, si, je crois que c'était toi, Ségolène, je me souviens plus. Du coup, les facilitatrices arrivent et disent alors, hier soir, on s'est reposé la question sur le module lâcher prise. En fait, on va tout revoir, on a modifié le truc et tout. On va plutôt faire un parcours sur comment vous avez ressenti la formation jusqu'ici. Enfin, je ne sais pas, là j'écoute même plus. Je suis en déshérence totale. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, moi, je veux faire le module lâcher prise.
Du coup, bon, vous le voyez, moi, je m'exprime tout de suite, donc je le dis, je partage au groupe. Je ne suis pas du tout d'accord. Et donc là, bon, j'ai un collègue qui me dit, mais Émilie, c'est le premier exercice, il faut lâcher prise. Hein. Voilà, ce n'est pas ce que tu attendais, ce n'est pas ce que tu voulais. Lâche prise, quoi, et on va faire autre chose. Du coup, je me suis dit, mince, en fait, bon, c'est le premier, ouais, c'était un bon cas pratique finalement. Donc voilà. Oui, je me souviens, tu étais avec moi. Et, merci, Émilie. Super intéressant. On va passer la parole à Anne-Céline. Oui. Je vais y arriver, Anne-Céline, je vais y arriver. Merci. Alors du coup, j'ai eu le teasing sur le module lâcher prise. Là, je suis impatiente de le vivre. Tout le monde. Alors moi, du coup, sur mes prises de conscience, donc comme je vous l'ai dit, j'en suis qu'au module 2, donc je pense que je vais encore en avoir d'autres. Déjà, je pense qu'une première prise de conscience, c'était de finalement réaliser que j'avais déjà beaucoup de connaissances et d'expérience dans ce domaine. Et en fait, pour moi, la découverte de l'intelligence collective et de la facilitation il y a quelques années, ça a été vraiment une voie de réunification des parties de moi entre la posture professionnelle que je pouvais avoir en finance, dans les différents métiers que j'exerçais, et en même temps une très grande sensibilité, une attention à l'autre, le plaisir de prendre soin, voilà. Et donc là, du coup, j'ai pu aller réassocier ces deux dimensions-là. Donc juste quand même, j'ai oublié de vous dire, mais suite à cette formation, j'ai changé de job il y a quelques années, et comme Isabelle, en fait, j'ai rejoint une cellule qui se créait chez Laura Merlin à l'époque, qui s'appelait la culture du changement et qui notamment faisait de la conduite du changement, mais aussi avait vocation à vraiment diffuser une culture de développer son aisance dans le changement. Et donc dans cette cellule-là, on faisait beaucoup de facilitation. Et en même temps, donc je travaillais toujours sur la base de mes 2 jours de formation initiale, mais je n'avais pas eu plus. Et puis là, du coup, dans le premier module, en fait, j'ai pris conscience déjà du fait que oui, je savais déjà beaucoup de choses, même avant cette formation de 2 jours que j'avais pu faire il y a 3 ans. Je savais déjà des choses parce qu'elles sont présentes en moi, parce que c'est des soft skills que je peux mettre en œuvre dans différents lieux de ma vie, en fait, pas que dans le milieu professionnel, avec mes amis, je suis animatrice dans des associations, donc voilà, dans ces lieux-là. Et donc, du coup, j'ai pu aller rechercher aussi tout ça. Mais par contre, j'avais vraiment besoin de faire un peu de tri et de rangement, parce que dans ma tête, c'était un peu le bazar par rapport à tout ça. Et du coup, si on me demandait d'exprimer des éléments autour de la facilitation, autour de la posture, autour de techniques, voilà, c'était hyper confus. Et donc voilà, j'ai le petit dicton là qui me vient, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Bon, bah là, ça ne se concevait pas très bien dans ma tête. Et du coup, je me souviens très bien d'images là du premier module, notamment quand on a dessiné le diamant de la collaboration, tout ça. Et en fait, moi, ça m'a vraiment parlé et ça m'a permis d'ancrer des choses, de faire un peu de rangement là et d'ancrer qu'est-ce qui était vraiment important pour moi dans cet usage et cette posture de la facilitation et qu'est-ce que je voulais en garder. Ça, c'était la première prise de conscience. Après, la deuxième, c'était dans le module autour du questionnement, de prendre la mesure de... En fait, je pensais que dans ce module, on allait travailler, avant de le vivre, je pensais qu'on allait travailler sur comment on questionne nos commanditaires. Et donc, parce que moi, j'ai toujours considéré que j'allais pas assez loin dans mon questionnement des commanditaires, et du coup, je m'attendais à ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on travaillait ça, et aussi comment on questionne le collectif, et du coup, de la formulation de nos questions, tout ça. Et donc, là, j'ai pris la mesure du poids de la formulation de la question qu'on pose au collectif et de tout ce que ça peut revêtir aussi de sous-entendus, d'énergie transmise, d'ouverture, ou au contraire plutôt de centrage. Voilà, et donc je trouvais que c'était très intéressant de se poser là-dessus parce que, pour être tout à fait honnête, mes questions, je les posais très rapidement. La première qui me venait, paf, je la notais, et c'était la question que je mettais dans la facilitation, que je ne me posais pas énormément de questions là-dessus. Voilà, et puis ma troisième prise de conscience, c'était de clarifier ma zone d'aisance et mon style. En fait, donc, j'ai passé pas mal d'années chez Laura Merlin. Laura Merlin, c'est une entreprise qui a vraiment une culture collaborative depuis plus de 20 ans. Ils ont
créé une vision partagée avec des collaborateurs dès 1995. Ils en ont refait une en 2006 et puis là, ils en ont refait une à 23 000 collaborateurs entre 2015 et 2017, donc en associant vraiment tout le monde. Voilà. Donc, cette culture, elle est vraiment présente. Et quand on regarde un peu avec un prisme facilitation, là où l'entreprise est très, très forte, c'est surtout ce qui est idéation. Donc, avoir plein d'idées, imaginer, envisager, créer des possibles. En revanche, Leroy Merlin se reconnaît une petite faiblesse sur la phase d'opérationnalisation et d'atterrissage concret. Et sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que moi, ma force, elle est vraiment sur cette dimension-là. Et donc, du coup, sur la partie vision, idéation, tout ça, bon, je peux faire, mais ce n'est pas là que je suis très créative ou que je trouve que j'ai beaucoup de valeur ajoutée. Je trouve qu'il y a des personnes qui font ça très, très bien. Et moi, ce n'est pas vraiment mon style. Je me souviens aussi d'avoir des collègues avec qui je travaillais qui faisaient beaucoup de métaphores. Et donc, elles pouvaient créer toute une journée sur une métaphore. Donc, par exemple, j'avais une collègue qui avait fait toute une journée avec des personnes, des dirigeants, sur la métaphore du cirque. Donc, chacun était un personnage du cirque et tout. Enfin, voilà, c'était assez poussé quand même. Donc, il faut oser, hein, parce que ça peut sembler complètement décalé. Moi, j'aime beaucoup vivre ce genre de journée, mais la proposer, moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Et voilà, donc du coup, je me suis rendu compte que moi, ma force à moi, c'était plutôt une fois qu'on a défini la vision ou qu'on a l'idée, concrètement, comment on fait atterrir ça en objet concret et puis de manière très opérationnelle avec des roadmaps et comment on y va, quoi, et comment on le réalise. Voilà. Et donc ça, c'était une super belle prise de conscience pour moi parce que ça me permet d'éviter de me comparer par rapport à des personnes qui n'ont pas en fait les mêmes talents que les miens. Voilà, et alors par contre, ce qui est difficile, c'est, et en même temps, c'est ce qui est riche, hein, je trouve, mais la matière qu'on travaille dans cette formation, c'est une matière réelle. C'est la nôtre, c'est celle de nos enjeux, c'est celle de nos jobs, c'est celle de nos vies. Et donc, on met beaucoup de nous, en fait, dans cette formation. Je me souviens, le premier module, Emma était là, il y a eu un petit codev. Et puis, au moment, à la fin de récolter ce que la personne avait reçu et qu'elle gardait comme éléments principaux pour elle, grosse séquence d'émotions, et on ne l'avait pas vu venir, hein, personne ne l'a vu venir, et puis paf, elle s'est mise à pleurer, et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de moments comme ça où on sent que ça vient toucher quelque chose de profond. Et alors pour moi, ça m'a touchée, j'ai pas été sur les larmes, mais ça m'a vraiment mise sur quelque chose d'inconfortable, sur la douche de Essie, où j'avais pris une problématique que j'avais mis, donc vous l'avez tous vécu, j'imagine, j'avais pris une problématique qui ne me semblait pas tellement la mienne, qui était dans l'activité de mon mouvement, mais pas tellement la mienne. Comme ça, je me disais, ça ne va pas trop me toucher. Et puis, paf, en fait, les questions qui ont été posées, elles sont venues vraiment questionner le bien fondé de cette problématique. Et donc, indirectement, ça rejaillit sur moi. Et voilà. Alors, du coup, je me suis posé la question parce que vraiment, ça m'a quand même... c'est pas la méthode qui m'a questionnée, mais c'est la manière dont, ce qui m'a été adressé comme Essie. Pendant pas mal de jours, m'a travaillé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive dans cette formation, en fait, qu'il y ait des moments comme ça où ça vient me toucher sur quelque chose de fort. Et en fait, je me suis dit, j'ai la liberté de prendre ou pas prendre, ou de pas prendre maintenant. Et c'est OK pour moi, en fait, la première chose que je fais, c'est déjà reconnaître qu'il se passe quelque chose pour moi. Que là, ça vient chercher quelque chose de profond. Sauf qu'en fait, je suis dans une activité professionnelle qui est hyper dense, que j'ai aussi beaucoup de questionnements. On est en train de poser des choses très structurantes et que ça vient nous chercher profondément. Et donc, je ne peux pas toujours encaisser et adresser en moi-même ces sujets. Donc voilà, il y a des choses où je me suis dit, ça, je prends. D'autres où je me suis dit, ça, clairement, OK, j'entends, mais je ne prends pas. Et puis, il y a d'autres choses où je me suis dit, je prends plus tard. Parce que j'ai envie vraiment de pouvoir me poser sur ces questionnements-là. Mais là, tout de suite, je sens que je n'en ai pas la capacité intérieure, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anne-Céline. Merci. Je voulais juste dire que je trouve que ce dialogue à trois là, qui est en train de se construire est totalement passionnant. Donc, merci beaucoup.
On se disait peut-être qu'avant de continuer sur notre petite série de questions qu'on a préparées, peut-être que parmi l'auditoire et parmi ceux qui vous écoutent, il y en a qui ont des questions déjà à ce stade par rapport à ce que vous avez déjà partagé. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser votre question. Et puis, en plus, je pense que votre question intéressera forcément les autres. Donc, n'hésitez pas. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser le lever la main. Comme ça, on vous voit. Et à vous, on prend 5 petites minutes pour laisser les Pour, questions se poser. pour ceux qu'on ne voit pas, n'hésitez pas à nous faire un petit signe dans le chat pour qu'on vous donne la parole. Du coup, moi, c'est Peggy. C'est pas une question, c'est en fait, en ayant fait module 1 et module 2, je les rejoins complètement. Il faut parler de bienveillance et on a les mêmes. Enfin, du coup, je ressens exactement la même chose. La douche des SI, moi, j'ai complètement perdu. Mes questions, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était assez incroyable. Et du coup, il y a un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est en effet qu'il faut mettre beaucoup de nous, qu'il faut vraiment s'investir tout en étant bienveillant. Mais du coup, ça nous chamboule beaucoup. Et je trouve ça hyper intéressant de savoir que c'est possible de lier ça avec le professionnel. Ça peut être sympa parce que du coup, moi, je suis encore dans le doute en fait. Être bienveillant dans ma vie perso, c'est bien. Et dans ma vie pro, j'ai du mal à toujours bien lier les deux événements. Donc, c'est une belle expérience et j'ai l'impression de ressentir exactement la même chose. Donc, c'est top. Merci. Merci Peggy. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rebondir ou poser une question? Oui, Grégoire. Oui, je serais curieux du coup de bénéficier de votre expérience là-dessus, puisque vous avez donc du coup eu cette formation comme nous. Enfin, d'ailleurs, vous êtes en avance par rapport à nous. En fait, là, on a eu un atelier avec des collègues. C'était hier, je crois, Noémie, hier ou avant-hier, je sais plus. Euh, et autant, enfin moi je trouve que comment dire, les modules sont passionnants et on est vraiment pris par les modules lorsqu'on est présent. Autant je trouve que la mise en application, en tout cas puisqu'on n'a pas encore beaucoup mis en application tout ça, la mise en application, notamment dans le contexte actuel, qui est beaucoup de distanciel. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est par rapport à vos expériences respectives, puisque vous avez pu mettre ça en application, comment est-ce que vous vous êtes adapté finalement, ou quels sont les outils que vous avez mis en place ou utilisés? Parce que j'imagine que vous avez aussi reçu ce super cookbook qui voilà, est un livre de recettes, c'est super, hein, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est limité quelque part dans l'utilisation des outils lorsqu'on est à distance. Et du coup, moi, je serais vraiment très, très intéressé pour savoir comment est-ce que vous avez mis ça en application à vos niveaux. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et comment est-ce que vous avez réagi? Et oui, Alors, attends le cookbook à distance, quoi. Moi, je vais juste, en effet, enfin oui, Grégoire, tu pointes évidemment le sujet actuel de la problématique à la fois de l'outil et du déroulement même des séquences et des ateliers. Nous, alors à l'État, enfin au sein de l'État, bon, il y a une petite couche sécurité, confidentialité. Enfin, c'est très, voilà, c'est très compliqué. On peut pas utiliser, par exemple, Zoom. Nous, au sein des ministères, on peut pas l'utiliser. Donc voilà, il y a toujours cette complexité. Mais c'est vrai que là, ce que je constate, en tout cas, moi, j'ai pas organisé moi-même d'atelier à distance. Enfin, si ce n'est que sur le premier confinement, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. C'est de voir comment les autres le font, en tout cas. Moi, je vois qu'il y a des multiplications d'outils, c'est-à-dire, par exemple, voilà, tu as l'outil la Zoom qui te permet d'échanger, de même faire des sous-groupes dans l'utilisation de ton outil et de revenir après en plénière comme là on pourrait l'être, avec un deuxième outil qui, par exemple, comme Klaxoon, tu as
je sais que tu as aussi des outils libres, hein, comme je ne sais plus lequel c'est peut-être Framapad, etc., où tu as des tableaux blancs, en fait, où tout le monde peut venir mettre un post-it, etc. Ce n'est pas forcément évident, mais on arrive quand même à sortir des choses. Il faut prendre conscience que ça prend plus de temps, voilà, avec les problèmes de connexion. Donc, il faut toujours rallonger un petit peu son atelier comparé à ce qu'on aurait pu le faire avant. Moi, je sais que la dernière fois, il y en avait un qui conseillait aussi de commencer ce temps d'attente où tout le monde arrive à se connecter. C'était peut-être de mettre un peu de musique. Ça évite à l'animateur d'être là. Alors, je vois que Anne-Céline s'est connectée. Enfin, voilà, donc ça évite un peu ces moments-là. Donc, il y a une petite musique d'attente, un peu, peut-être, ça dépend du moment de la journée. Si c'est après le déjeuner, un petit peu plus punchy pour se remettre en mouvement. Par contre, moi, j'ai fait un atelier le soir à 20h. On a commencé par une petite session. On ferme les yeux, on écoute une musique très relaxante, on se fait un petit temps pour soi, en fait. J'ai trouvé ça génial parce qu'en ce moment, nous, on enchaîne les réunions à la minute, en fait. Il n'y a même plus le temps de déplacement pour aller en réunion maintenant. Du coup, voilà, à la minute, tu dis, je dois basculer sur une autre réunion, là, bim. Et du coup, toute ta journée, elle est comme ça. Ce qui fait que c'était très bien, ce petit temps juste pour soi, fermer les yeux. En plus, on ne se connaissait pas et ça a créé tout de suite une confiance parce que c'est quand même quelque chose d'intime de fermer les yeux et de se dire qu'on est chacun en soi. Et puis que finalement, après, on revient ensemble. Enfin, voilà. Donc, après, je vais laisser les autres. Sûrement, il y a d'autres petites bonnes pratiques que je ne connais pas et que je serais très contente de découvrir aussi, quoi. Moi, je veux bien prendre la parole sur ce sujet. Ça anticipe un petit peu sur ce que j'avais prévu de raconter juste après avec les questions suivantes. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers à distance. Ce n'était pas forcément ce que j'aurais imaginé faire. Là, il se trouvait que j'avais 8 groupes interentreprises sur des thématiques de transition qui devaient démarrer à l'automne. Et donc, chacun de ces groupes est porté par 1, 2 ou 3 leaders. Et donc, moi, je leur avais designé il y a quelques temps déjà 2 trames d'animation. Une en présentiel et ils m'avaient demandé une à distance. Mais c'était bien avant le confinement que j'avais fait ça. Et puis, je m'étais dit, celle à distance, on ne l'utilisera pas. Bon, finalement, le confinement est arrivé et on a dû tout faire à distance. Donc, moi, la première question que je leur ai posée, c'est est-ce que vous ne voulez pas attendre janvier et puis on reporte? Mais non, eux, ils avaient vraiment envie qu'on y aille là maintenant. Donc, bon, bah, ça m'a un peu poussé aux fesses. Et puis, du coup, nous voilà partis à animer c'est donc 7-8 lancements. À chaque fois, donc en fait, moi, j'ai capitalisé sur l'expérience d'un mouvement avec lequel je travaille beaucoup, c'est Ticket for Change. Je ne sais pas si vous les connaissez, qui est une grosse association. Et donc, ils ont animé pas mal de choses à distance là, depuis le premier confinement. Et donc, ils m'ont partagé un peu leurs tips, notamment le fait de bien donner des rôles à chacun et de se partager les casquettes. Donc, par exemple, alors ça dépend combien on est en animation, mais en tout cas, moi, dans ces lancements, je prenais vraiment la partie facilitation et technique, et le leader du chantier, il prenait la partie du fond. Donc, moi, j'étais vraiment sur la structure, le contenant, et puis lui, il était sur le fond. Donc ça, déjà, ça les allégeait beaucoup. En tout cas, les leaders, ils étaient complètement pas du tout préoccupés par ces questions-là. Et puis, après, on a pas mal parlé de bienveillance depuis ce matin. Et je pense que je me suis beaucoup appliquée à moi-même le principe de cette bienveillance parce que je me suis dit, bon, c'est un exercice nouveau, là. Il y a beaucoup d'enjeux sur ces lancements. Le mouvement que j'anime est beaucoup attendu aussi sur ce qu'on vient donner comme soutien aux entreprises dans le cadre de ces groupes. Donc voilà, je me fixais un peu une pige très élevée. Et puis le premier chantier, c'est pas passé comme j'aurais souhaité. Le premier groupe de travail, le lancement, c'était un peu la cata. Et en fait, là, pour le coup, j'étais en mode observatrice. Les leaders avaient dit, on va se débrouiller avec la trame que tu nous as prise. Du coup, moi, j'ai noté plein de trucs. Je me suis dit, voilà, ça va pas, quoi. Et ça m'a permis de réajuster. Et puis, en fait, de fois en fois, j'ai animé, du coup, 7-8 fois ces lancements. Et on avait toujours la même trame de base, mais à chaque fois, pour chaque lancement, on la personnalisait, on l'affinait, voilà. Donc, parmi les choses que j'ai remarquées qui étaient très utiles, c'était déjà d'avoir une inclusion, une vraie belle inclusion.
Donc, une vraie belle inclusion qui vient chercher chacun dans l'état dans lequel il arrive. Et puis aussi qui vient connecter la personne ou à la thématique qu'on va travailler, parce que tu le disais, Émilie, on n'a plus de temps entre les séquences. Et donc, du coup, on passe vraiment du coq à l'âne. 2 minutes avant, on était en train de faire un truc qui n'avait rien à voir. On n'a même pas pris le temps d'aller aux toilettes ou boire un café. Et paf, ça y est, on enchaîne. Donc voilà, d'avoir un petit sas d'atterrissage et de connexion au sujet. Alors moi, j'ai trouvé plusieurs icebreakers sur Internet. J'en ai un que j'aime bien sur quel confiné es-tu? Et donc, du coup, on partage une petite slide avec des gifs. Et puis, voilà, je pourrais vous la mettre, je vous la partagerai à la fin. Et donc, voilà, on voit chacun choisit un peu dans quelle situation il se reconnaît. Donc, il y a l'impatient, il y a... j'en avais créé un autre, c'était le roi de l'évasion, parce que il y a des confinés qui sortent tout le temps. Il y a celui qui est très créatif. Voilà. Donc ça, c'est plutôt la partie marrante. Et puis après, il y a les autres questions qui sont plutôt pour connecter directement au sujet. Voilà. Et après, moi, j'utilise Zoom. Donc, la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille me disent, moi, mon entreprise me dit que je n'ai pas le droit d'utiliser Zoom, c'est interdit dans les process de l'IT, machin. Bon, finalement, ils acceptent quand même parce que Zoom a quand même pas mal de fonctionnalités, notamment celle des sous-groupes, qui est hyper pratique. Alors, en termes d'animation, le sous-groupe sur Zoom, c'est un peu rigide parce que quand on dit aux personnes que le sous-groupe est fini, c'est pas comme dans une salle de réunion où chacun prend le temps de finir sa phrase. Là, c'est hop, tout le monde revient et puis tu es au milieu de ta phrase, c'est comme ça quand même, quoi. Voilà, donc c'est plus rigide. Du coup, par contre, je trouve qu'on ne perd pas de temps. C'est l'avantage. Voilà, j'utilise ça. Et après, j'utilise beaucoup la suite Google. En fait, ça peut paraître tout simple, mais Google Slide sur des outils partagés. Et donc, tout le monde travaille sur le Google Slide. J'utilise Klaxoon aussi pour des quiz, des votes. J'utilise moins Klaxoon pour les tableaux blancs parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu en difficulté sur Klaxoon. Donc, voilà. Voilà sur la partie technique. Et puis, la chose aussi qui me semble absolument essentielle dans le cadre de l'animation à distance, c'est d'abord de créer des groupes qui soient vraiment de taille assez restreinte. Je trouve qu'au-delà de 4 participants, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en micro coupé, caméra coupée, et puis en fait, on ne sait plus trop qui est là, on ne sait plus trop qui participe, et donc en termes d'engagement dans la séquence, ce n'est pas évident. Donc, des groupes assez restreints. Et à la fin, l'incontournable, c'est prendre la température du collectif. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont vécu en termes de relations et ce qu'ils ont produit? Et ça, vraiment, je vois... Alors, il y a des manières toutes simples. Par exemple, hier, on a fait un truc tout simple. On a dit chacun fait un dessin ou un mot de son humeur à la fin de la séquence et hop, on le partage comme ça. Voilà. Et donc, à l'écran, donc là, voilà, celui-ci, c'est celui d'hier. À l'écran, on a tous les post-it, les feuilles, les mots. Ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre une webcam, ils mettent ça dans le chat. Et puis, voilà, en 2 minutes, on a un peu la température. Et sinon, je fais des quiz sur Klaxoon ou alors, parfois, je fais un Google Form quand je veux récolter un peu plus de matière. Je fais un petit formulaire de questionnement. Voilà. Mais en tout cas, ça se passe bien quand même à distance. Et même les personnes sont hyper contentes, en fait, de trouver un lieu de travail en collectif, de vrai travail, où elles ne sont pas juste en train d'écouter un webinaire ou une réunion dans laquelle elles ne parlent pas, mais là, de trouver un lieu où elles participent et elles sont connectées vraiment avec les autres. Elles sont très dans la gratitude à la fin, elles remercient beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Céline. Peut-être, Emma, avant de continuer sur la prochaine question, je voulais compléter et partager pour répondre à la question de Grégoire, que par exemple, sur les derniers ateliers qu'on a fait pour une démarche qu'on accompagne pour l'ADEME, on a fait un Word Café, on a fait un forum ouvert déjà, on a fait des triades. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un cercle de dialogue parce que c'était un petit nombre. Enfin voilà, donc il y a... je pense que même nous, au début, c'était difficile. On était là, non, mais on ne peut pas faire tout ça à distance. On a tellement l'habitude de le faire en live et de le faire en physique, parce que nous aussi, ça a été un réapprentissage des méthodes d'intelligence collective. Et en fait, il y en a certaines qui, avec une connaissance évidemment de la technique et des outils techniques qu'on a à disposition, nous permettent de décliner certaines des méthodes du cookbook qu'on a à disposition. Je
pense au co-développement aussi qui peut être tout à fait vécu à distance. Enfin, donc vraiment, je pense qu'il y a il y a certaines méthodes où c'est compliqué parce que ça nécessite quand même une présence forte du facilitateur derrière chaque groupe. Mais l'intérêt des méthodes d'intelligence collective, c'est quand même finalement de permettre à un facilitateur de faciliter un grand nombre de personnes en donnant les mêmes consignes à tous et que les groupes soient en autonomie. C'est une des forces de ces méthodes, c'est qu'on n'est pas obligé d'être collé aux participants pour vérifier ce qui se passe et comment ils font, etc. Si les consignes sont suffisamment claires, ils s'en sortent peu ou prou comme dans la réalité. Enfin, voilà. Donc, je pense que voilà, il y a un certain nombre de méthodes qu'on peut transposer. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Ségolène, effectivement, tu parles d'outils et je pense que c'est la clé. Nous, aujourd'hui, chez Volkswagen, on utilise, je ne vais pas parler pour mes collègues, mais j'ai quand même l'impression qu'on utilise quand même beaucoup un seul outil qui s'appelle Skype et tous ces autres outils qui s'appellent, on en a parlé, Zoom ou même Klaxon ou Klaxoon, je ne sais pas, je ne connais pas. Il y a plein d'autres choses. On a pu, on va dire, observer comme Zoom aujourd'hui, par exemple, en tant que client, quelque part, mais pas en tant qu'animateur. Et je pense que là, voilà, on est un peu dans l'inconnu, j'ai l'impression, pour ces nouveaux outils. En tout cas, moi, je parle pour moi, encore une fois. J'ai l'impression qu'effectivement, ces outils permettent à certaines choses que nous, on n'a pas encore pu tester de manière très concrète. Voilà, merci pour votre témoignage. Alors, on va continuer. J'ai une remarque. Oui. J'ai une remarque. Ah, il a beaucoup fait état d'un fameux lâcher-prise et je ne vois pas comment. J'ai du mal jusqu'à présent à identifier comment est-ce qu'en distanciel et justement avec l'outil, on peut vraiment opérer ce lâcher-prise. Parce qu'en fin de compte, les outils nous obligent à une certaine préparation qui est pour moi incompatible avec un lâcher-prise. Voilà, c'est la remarque, parce que vous êtes deux à avoir évoqué beaucoup le lâcher-prise et je ne vois pas à quelle phase on va lâcher prise. Alors, Anne-Céline, je vais te donner la parole dans un instant, mais je pense que Dominique, je fais un petit teasing, tu vas avoir quelques réponses avec le témoignage suivant d'Isabelle. Voilà, On a bien fait de s'appeler alors pour les transitions. Voilà. Mais Anne-Céline, je te redonne la parole en effet pour, je vais écouter pour moi aussi. tout de suite. Ouais. Je vais écouter Isabelle et puis je dirai, je répondrai sur ce sujet quand je prendrai la parole tout à l'heure. Ok, bah alors donc, je me ravise. Transition exceptionnelle. Parce qu'on voulait maintenant faire partager nos Émilie, Anne-Céline et Isabelle sur un projet concret, les résultats d'un projet concret qu'elles ont pu vivre à la suite de cette formation, de vous en partager les résultats. C'est-à-dire là, on fait cette bascule entre la formation et puis la vie quotidienne, comment on l'utilise concrètement hors formation. Et du coup, je te propose, Isabelle, de commencer, parce que je sais que cette histoire de lâcher prise, ça fait aussi partie des premières expérimentations concrètes. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce terme de concret, j'en ai jamais compté les occurrences dans mes journées au CNES, mais c'est quelque chose qui revient très, très souvent. C'est-à-dire, ok, et donc concrètement. Et c'est ça, et soyons pragmatiques. Donc effectivement, on vous a beaucoup parlé de posture et de ce qu'on avait ressenti jusqu'à présent au cours de cette formation, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en a fait après ? Donc, la première expérience, le premier gros atelier dont je voudrais vous faire part aujourd'hui, donc ça a été un peu mon lâcher dans le grand bain. Il y a Nathalie Novak, que je pense que vous connaissez d'Infusio, qui m'avait aidé pour le design, et après j'ai facilité cet atelier. Donc au CNES, jusqu'à présent, on avait essentiellement deux gros pôles techniques, on va dire. Les fusées, que chez nous on appelle les lanceurs, et les satellites. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est un troisième pôle qui monte en puissance de façon quasi exponentielle, c'est la question de la donnée.
de l'utilisation de la donnée, de la valeur de la donnée, de la production des données. Et donc, dans les réflexions stratégiques qu'on a en cours, il y a la redéfinition de la politique de la donnée au CNES, ce qui est un très, très gros enjeu pour l'avenir. Et donc, on a un groupe de travail qui est en charge de ce sujet-là. Et ce groupe de travail, il pataugeait un peu, il était un peu en difficulté, déjà d'une part parce qu'ils avaient des problèmes de cohésion entre eux, et d'autre part parce qu'en fait, effectivement, dans la mesure où c'est un sujet qui monte en puissance au CNES, les deux gros autres pôles que sont les lanceurs et les satellites, et surtout les satellites, ben, ça leur fait un peu peur, parce qu'ils voient aussi ça un peu comme de la concurrence. Et finalement, il y avait vraiment cette question de comment on réfléchit tous ensemble à cette question de la politique de la donnée sans que ce soit vu comme de la concurrence et comment on donne à tout le monde le moyen de s'exprimer là-dessus. Donc, on a organisé un atelier avec ce groupe de travail qui est composé de 5 personnes et en particulier, je l'ai construit avec le chef de ce groupe qui s'appelle Vincent. Et donc, avec cette double intention, d'une part, de fédérer les experts du CNES de l'ensemble des pôles autour de ce sujet de la politique de la donnée, et d'autre part, d'essayer de vraiment concrètement définir et avoir des idées sur qu'est-ce que pourrait être la politique de la donnée au CNES. C'était un atelier qui était sur une journée entière, du temps où on avait le droit d'en faire encore en présentiel, c'était juste avant le premier confinement. Et donc, on avait organisé la journée en 3 temps principaux, 2 temps le matin et un gros temps l'après-midi. Et donc, le matin, on avait découpé la matinée en 2. Le premier temps était essentiellement destiné à construire une vision commune de la question. Parce que cette question de la politique de la donnée, ça paraît un peu simple, mais finalement, tout le monde n'avait pas du tout la même question de la définition de ce qu'est une politique de la donnée, et donc du coup, quels étaient les objectifs, quels étaient les attendus. Donc, on a mis pour ça les personnes en sous-groupes, des petits sous-groupes de 3 ou 4, et ils ont discuté, ils ont échangé autour de cette question-là pour effectivement s'accorder sur ce qu'était la politique de la donnée. Et ensuite, on a fait ce partage. Et donc là, on avait les bases d'une question commune. De quoi on va parler aujourd'hui? Suite à ça, on est repassé en petits groupes et là, on a fait un vision co, excusez-moi, pour créer cette vision. Et donc ça a été vraiment hyper riche parce que quand on a fait la synthèse de ce temps-là, on a vu qu'il y avait beaucoup de visions différentes et c'était vraiment super intéressant. Et notamment les gens qui arrivent des satellites, en fait, qui est l'un des gros cœurs de métier du CNES, pour eux, la donnée, c'était secondaire quelque part. Et ils sont rentrés dans ce temps-là avec cette croyance-là, à savoir, moi, je suis dans le cœur de métier du CNES, ce que je fais, c'est la voie royale. Toi, les données, tu es en train de faire du commerce, tu es en train de faire du business, ce n'est pas de la technique ce que tu fais, et de toute façon, c'est un produit dégradé. Et finalement, on avait préformé les groupes justement pour mixer ces métiers-là et générer la compréhension réciproque des uns avec les autres. Ça a été vraiment super riche. Et donc, on a eu à la fin une vision qui était hyper intéressante. Et le dernier temps, donc, qui était le temps de l'après-midi, ça a été justement et concrètement. Donc, on a une vision, et maintenant, comment on la décline? Et donc, pour ça, on avait construit une très grande fresque au mur avec les acteurs principaux, c'est-à-dire et donc une frise temporelle. Donc, au début, c'était pour le CNES, quelles sont les actions à mener pour le CNES, et après, c'était dans l'écosystème. Et après, je ne me rappelle plus ce qui était la troisième ligne. Mais à chaque fois, on avait les différentes actions et les différentes déclinaisons pour chacun des gros acteurs de cette question de la politique de la donnée. Et ces sorties ont été tellement fructueuses qu'en fait, finalement, moi, à la fin, en tant que facilitatrice, je leur en ai fait une synthèse a posteriori que je leur ai renvoyée de leur propre travail. Et ça, ils l'ont quasiment copié-collé et donné dans un rapport. Et ça a été leur compte-rendu la grosse partie de leur compte-rendu de groupe de travail. Donc, ça a été vraiment très, très productif. Ça a très bien permis de limiter ces effets de concurrence. Et ce qui a été assez magique aussi, c'est que ce Vincent, donc, qui est le responsable de ce groupe de travail, c'est quelqu'un qui avait été... qui est au CNES depuis longtemps, mais qui avait fait pas mal de passages à l'extérieur, notamment à la Commission européenne, et qui est revenu il y a 2 ans ou 3 ans, et qui était un peu dans un entre-deux par rapport au CNES, et notamment parce que ces questions de concurrence au quotidien, entre les métiers, ça peut être un peu pénible.
Et à la fin de la journée, ce qu'il a dit, parce que c'est lui qui a fait la conclusion, il a dit, en fait, finalement, moi, le CNES, j'avais beaucoup de doutes, j'y croyais plus. Et quand je vois une journée pareille, quand je vois ce qu'on a réussi à produire, quand je vois l'énergie du groupe et la qualité de la prestation, je recrois à nouveau en mon métier et je recrois à nouveau en la puissance de ce collectif CNES. Et pour moi, quand je me suis dit ça, quand j'ai entendu ça, je me dis, c'est bon, jackpot. Je trouve ça vraiment, en tant que facilitatrice, c'est hyper gratifiant. Et pour le CNES, c'est tout bénef. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une part, on raccroche quelqu'un qui est relativement brillant et à qui on fait recroire au CNES. Et ensuite, ça veut dire qu'on a effectivement produit un travail qui est super intéressant pour la boîte. Donc ça, c'était vraiment hyper productif. Et c'est vrai qu'en termes de lâcher prise, moi, ce que ça m'a demandé, c'est effectivement d'accepter, quand je suis arrivée le matin, de me dire que la journée ne serait peut-être pas parfaite. Et j'avais face à moi, ils étaient nombreux, je crois qu'ils étaient 25 personnes experts CNES. Donc le CNES, c'est quand même quelque chose d'assez hiérarchique. Et donc beaucoup de boss là-dedans. Ils me dire, OK, je me jette à l'eau et on verra ce que ça va donner. Peut-être que ça ne sera pas parfait. Mais en tout cas, il faut y aller parce que c'est important. C'est important pour le CNES, c'est important pour ce groupe qui est dans le doute, c'est important pour Vincent. Donc effectivement, allons-y. Et ce que j'ai pu constater aussi, la grande richesse, j'ai trouvé, de ce temps-là, c'est que je vous parlais tout à l'heure de ce questionnement entre le dedans-dehors. Est-ce qu'en tant que facilitatrice, je reste à l'extérieur du groupe et je le regarde, je l'observe et je l'oriente, ou est-ce que finalement je suis à l'intérieur et je participe? Ça a été ma grosse question de toute la journée. Et finalement, le gros avantage que j'avais là-dedans, c'est que moi, j'avais la double culture. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais cette culture de la facilitation, mais j'avais aussi la culture de leur propre métier. Je savais de quoi ils parlaient et je connaissais leurs sujets techniques. Et donc, pour tout ce qui était relance, pour tout ce qui était synthèse, pour les orienter sur les gros pôles, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, quand on est facilitateur interne, comme ça, la connaissance du métier qu'on a de nos collègues avec qui on est en train d'organiser un atelier, elle est géniale parce que ça fait un truc qui est vraiment qui est vraiment très puissant parce qu'on peut effectivement naviguer dans ce dedans-dehors et aller être vraiment à l'intérieur et les orienter. Et donc, moi, je pense que les binômes, effectivement, facilitateur externe, facilitateur interne, c'est un équilibre génial qui marche hyper bien. Donc, à la fin, ça a été, ça m'a demandé pas mal d'énergie. J'étais bien stressée, mais la journée, elle a été vraiment super et ça m'a donné, ça m'a donné confiance pour continuer sur la suite. Ouais. Et surtout l'envie. Génial. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que, Émilie, à ton tour, tu veux rebondir et nous partager ce fameux « et concrètement » dans la vie d'après? Pour toi, comment ça s'est passé? Oui, donc alors c'était pas pendant cette période, hein, c'était vraiment en présentiel. Oui. C'était avec une facilitatrice géniale, elle s'appelle Emmanuelle d'Infusio. Non, mais c'était bien parce que ils m'ont donné ma chance ce jour-là. En fait, la co-facilitation devait se faire entre une collègue d'un autre bureau et puis Emmanuelle, et ça concernait mon service. Mais du coup, ils m'ont embarqué dedans et je te rejoins, Isabelle, sur cette... au départ, moi, je pensais que c'était justement mieux qu'on soit extérieur au sujet d'un groupe ou d'un bureau ou d'un service. Et j'avais un peu cette appréhension-là de me dire, bon, je suis le troisième couteau, mais c'est intéressant pour moi parce que pour le coup, c'était la première fois que je faisais de la réunion de cadrage avec le commanditaire jusqu'à la facilitation et à la restite. Du coup, c'était pour moi vraiment une belle occasion de pouvoir voir le cycle de bout en bout, mais avec cette appréhension de me dire, mais c'est mon bureau, c'est ma chef de bureau, la commanditrice. Donc, la réunion avec le commanditaire, avec l'art du questionnement et aller la chercher sur son intention, et j'y suis allée. Voilà, c'était pas forcément évident, mais c'était intéressant comme expérience. Donc, pour vous resituer le contexte, nous, dans le cadre de nos missions, donc, on doit rendre compte au Premier ministre et au ministre en charge du budget de l'atteinte des résultats des établissements publics que l'on accompagne justement sur leur performance achat. Et donc, à l'occasion des 7 ans en fait, de la démarche qu'on a mis en place pour collecter, pour faire remonter ces données de performance, ces indicateurs, hein, ma chef de bureau avait le souhait vraiment d'organiser une journée d'échange avec une trentaine d'établissements publics concernés, donc des directeurs achats,
sur une journée pour justement aller au-delà des chiffres, en fait. C'est quoi vraiment la performance? C'est d'aller au-delà des chiffres, de pouvoir dégager, comme pour vous, Isabelle, une vision commune de notre métier, enfin de nos sujets sur la performance, parce que voilà, on a des nouveaux défis à relever. Bon, défi budgétaire, ça fait déjà quelques années, hein, et puis le défi technologique aussi, de voilà, comment les achats s'inscrivent là-dedans et comment la performance achat s'inscrit là-dedans. Donc en soi, pas forcément le premier sujet auquel on pense quand on parle intelligence collective, agilité, innovation. Enfin voilà, on se dit, oula, les directeurs achats, on va les emmener là-dedans. Mais l'intention, c'était vraiment d'avoir leur retour d'expérience sur cette démarche qu'on avait mis en place. Parce que quand on échange, c'est juste, est-ce que vous avez bien transmis votre tableau Excel de 3000 lignes avec vos indicateurs? Et ce n'est pas forcément des échanges sur comment vous le vivez chez vous, comment ça se passe, etc. Donc, on avait cette curiosité-là d'avoir leur vision à eux. Et aussi parce que ma chef de bureau voulait vraiment les emmener sur d'autres axes de performance qui leur seraient bénéfiques à eux, pas seulement voilà, les indicateurs que nous, on leur impose. Du coup, en fait, l'intelligence collective, ce que ça pouvait, ce qu'on voulait en tout cas vraiment au travers de l'intelligence collective, parce qu'il y a d'autres moyens hein, d'avoir un rétex ou d'aller au-delà de ce qu'on fait, enfin, voilà. Mais du coup, l'intelligence collective, pour nous, c'était intéressant parce que ça nous permettait de leur faire un pas de côté, de les décentrer. Isabelle, tout à l'heure, tu utilisais le mot décalé, et c'est ça en fait. Voilà, sur un sujet qu'ils pensent maîtriser. Du coup, par exemple, pour les décentrer, je me souviens, on était en réunion de cadrage et du coup, je dis, mais finalement, la performance, ce n'est pas que dans les achats, c'est pas que même dans nos métiers, ça s'applique à plein de choses. Du coup, on a fait venir un coach, un manager d'équipe de basket qui avait réussi à faire monter son équipe en Pro B, qui est venu nous faire un témoignage inspirant sur sa vision de la performance. Et les directeurs achats ont vraiment accroché parce qu'ils se sont retrouvés dans le discours de bah oui, finalement, la performance, elle peut être partout en fait. C'est pas que lié à notre métier, quoi. Du coup, déjà, ça les a un peu décalés. Alors, on avait un autre témoignage très sérieux, d'ailleurs du CNES, je reviens toujours sur vraiment le contrôle de gestion, la perf et tout. Et du coup, voilà, ils ont basculé d'un univers à l'autre dans les sous-groupes. Et ils ont vraiment trouvé ça très intéressant. On les a aussi décentrés avec la Vision Co. Même on leur a fait dessiner, avant la Vision Co, on leur a fait dessiner en fait comment ils vivaient, en fait un storyboard, comment ils vivaient chez eux cette remontée des données, cette collecte. Et c'était génial, on avait une personne qui était complètement réfractaire dès le début de la journée à ce qu'on proposait, donc qui n'a pas voulu faire le check-in, parce que le check-in, c'était de se balader dans la pièce et dès qu'au moment du gong, on parlait à la personne devant nous et on devait chercher en 2 minutes 3 points communs, mais dans sa vie perso. Bon, du coup, le gars nous a dit non, c'est pas pour moi. Enfin, il n'a même pas dit ça, il s'est mis de côté, il n'a même pas participé. Enfin, voilà. Deuxième séquence, je ne sais plus, il fallait partager quelque chose, pas fait non plus. Du coup, moi, un peu stressée, de me dire, mince, on en perd un, c'est dramatique. Donc, je vais voir Emmanuel, je lui dis, là, on a un problème. Bah, dis bon, il n'a pas envie. Voilà, il faut savoir aussi un peu lâcher prise. On a prévu des choses, mais ça ne convient pas à tout le monde. Il faut le laisser. En fait, voilà, il va peut-être prendre ses marques dans la journée. Peut-être qu'il va quand même en ressortir avec quelque chose. Il est là, il est resté. Donc, il faut faire avec. Faut juste aller le voir pour lui. Voilà, moi, je suis quand même allée le voir pour dire est-ce que tout va bien. Il m'a confirmé que ça ne l'intéressait pas, qu'il ne croyait pas à ces méthodes. Et du coup, voilà, j'ai dû lâcher prise parce que moi, ce n'était pas possible, en fait, à la base, de laisser quelqu'un de côté, puis même d'avoir quelqu'un, finalement, qui est pas dans le truc, quoi, qui ne veut pas s'intégrer. Et en fait, si, en fait, voilà, c'est OK. En effet, il est quand même resté. Et du coup, on a proposé une séquence à un moment donné. Je me suis dit, bon, lui, c'est sûr qu'il n'y va pas, quoi. Donc, le storyboard avec je dessine, donc ça s'appelait Ma vie, mon PA, là, mon plan d'action achat. Et il devait, voilà. Et en fait, il l'a fait. Il a vu que tous les autres, finalement, le faisaient. Et il s'est dit, tiens, je vais faire quand même un truc drôle. Parce que je pense que dans sa vie privée, il doit être drôle. Et du coup, il nous a fait une espèce de BD, genre, et qu'il est allé présenter et qu'il a échangé et finalement partagé avec l'ensemble du groupe. Donc, pour moi, c'était vraiment déjà la petite victoire du matin. Mais au-delà de ça, vraiment, tout le groupe, au début, s'est senti un peu
décentré, et ça avait fonctionné, de faire du dessin, des directeurs achats qui dessinent comment ils vivent un process imposé par une direction de Bercy au sein de leur structure. Enfin, voilà. Et par contre, dans les échanges, quand ils sont venus présenter, voilà, moi, ce que j'ai, mon storyboard et comment ça se passe chez moi en interne, ce que ça a permis, c'est vraiment que d'abord, ils se reconnaissent tous, en fait. Ils partageaient tous la même expérience. Les directeurs achats, alors, quand c'est dans un petit établissement public, il est tout seul. Donc, généralement, voilà, il ne partage pas son métier, etc., avec d'autres. Donc là, ça lui a permis vraiment de se dire, je ne suis pas du tout seul. En fait, on vit tous la même chose et ils ont vraiment pu échanger. Donc, voilà. Donc, et puis, pareil, avec la vision co, leur demander de construire une vision commune sur la base d'images, d'aller chercher des photos, des images, etc., et de dire ce que pour eux, ça représente, et de construire une vision commune sur la performance achat. Voilà, c'était déjà un pari gagné sur la matinée. Donc, moi, je dis, voilà, c'était vraiment intéressant parce que, pour dire en tout cas, à la fin de la journée, non seulement ils ont pu partager ce qu'ils ressentaient donc, sur cette démarche, ils ont pu même identifier des thématiques qui les concernaient, sur lesquelles ils avaient envie de bosser ensemble sur leur performance achat, et dont ils avaient envie, d'ailleurs, le jour même, il y a même des gens qui se sont inscrits déjà dans les futurs groupes de travail en disant moi je veux bien être leader, moi je veux bien être membre, etc. D'autres qui disent aussi je confirme parce qu'il faut que je vois quand même avec ma charge de travail, ma hiérarchie, mais c'est OK. Voilà, faut vraiment qu'après ça donne aussi la possibilité à tous de pouvoir être volontaires aussi dans la démarche, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une journée emblématique de ce que pouvait faire l'intelligence collective avec voilà, des directeurs achats de différentes structures et sur un sujet qu'ils pensent connaître et finalement qui peut les emmener beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'à la fin, je rejoins Isabelle, on a eu des témoignages où c'était quand est-ce qu'on remet ça, il faut nous accompagner plus souvent comme, sur des thématiques comme ça, dans ce format-là, etc. Merci beaucoup, Émilie. Ça rappelle des souvenirs. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. N'oubliez pas de les mettre si vous voulez qu'on y revienne à la fin de ces témoignages. Et puis, je passe le micro et même l'écran à Anne-Céline. Du coup, la question, c'était un exemple, un projet mis en place après la formation. Comme moi, la formation, je suis en plein dedans, je me suis dit, je vais quand même prendre quelque chose de très récent. Et j'ai commencé à vous parler un peu de ces lancements de groupes inter-entreprises. Du coup, j'ai demandé effectivement à Emma si c'était OK que je partage mon écran pour vous montrer le côté finalement hyper opérationnel. Et puis, alors, vous allez voir aussi que j'ai utilisé mes vieilles compétences de finance parce que j'ai dû faire des fichiers Excel pour faire de la priorisation. Là où, quand je suis en présentiel, on peut faire des gommettes et puis chacun va mettre son vote. Là, quand on a une multitude de possibilités et que les participants doivent voter, il faut trouver d'autres astuces à distance. Donc, je me mets en partage d'écran. Hop. Donc là, c'était un projet, donc un chantier que j'ai animé autour du bâtiment, donc la conception, construction, exploitation des bâtiments, principalement des bâtiments commerciaux. Et donc dans ce chantier, là, j'ai des directeurs techniques exclusivement, à quelques archis, mais en tout cas, c'est plutôt des personnes de direction technique. Certains sont habitués aux méthodes collaboratives, ça dépend de leur entreprise. La plupart, en tout cas, ne les utilisent pas eux-mêmes, ils sont participants. Voilà, donc du coup, juste pour ce chantier, alors, est-ce que oui, ça a l'air de fonctionner? Je vais me mettre, voilà. Dans ce cas-là, ce que je fais quand j'ai beaucoup de participants comme ça, je leur demande à l'avance de se présenter. Donc, ils reçoivent le template et puis ils ont un petit support vide et puis chacun va alimenter avec sa photo. Ça permet qu'on sache un peu qui est là autour de la table et puis ils donnent quelques éléments de présentation. Et du coup, dans le temps où ils vont se présenter, ils savent ce qu'ils vont dire. C'est aussi une manière de gagner du temps. Juste pour vous donner l'ordre de grandeur, sur ce tour de table, quand ils sont 10, c'est 40-45 minutes quand même. Donc, il faut quand même que ça soit assez dynamique parce que sinon, tout le monde est perdu. Et après, ce que je voulais vous montrer
avec ces éléments-là. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Du coup, le commanditaire avait défini un périmètre pour ce sujet et on se posait la question de est-ce que ce périmètre allait bien en fait aux participants. Et c'est pas évident en fait pour sentir un peu est-ce que les participants sont d'accord ou pas. Donc, on a mis tout simplement cette petite jauge là, plutôt que d'aller faire un sondage. Voilà. On a mis une jauge comme ça et puis on a dit à chacun de se positionner, de mettre sa zone de texte là où il se situe. Et puis, donc, au début, il y avait des personnes qui étaient plus dans le jaune et le rouge. Et on a proposé à ces personnes-là d'exprimer en fait qu'est-ce qu'ils souhaiteraient ajouter, modifier dans la définition pour mieux se reconnaître. Donc, voilà, c'était finalement une manière très simple d'aller chercher l'adhésion autour d'une définition. Donc là, ça, c'est un point qui est hyper structurant. Ce périmètre, il est hyper structurant dans le processus. Donc, on avait besoin d'avoir tout le monde bien aligné. Et en même temps, on ne voulait pas y passer 3 plombes. Voilà, sur cette partie-là. Après, on les a envoyés en sous-groupe. Donc, sur Klaxoon, ça donnait ça. Ça, c'est la restitution de chacun des groupes. Alors, le contenu des post-it, ça ne va pas forcément vous intéresser. Il n'y a rien de secret, hein, vous pouvez les lire, mais c'est des trucs assez techniques. Mais en tout cas, voilà, chacun, du coup, a pu faire son petit travail en sous-groupe. Moi, du coup, dans Klaxoon et puis dans les différents outils, ce qui est plutôt pratique en tant qu'animateur, c'est qu'on voit l'avancement du groupe. Donc, si un groupe n'alimente pas ou répond à côté de la plaque, on peut aussi aller dans les différents groupes ou quand ça se passe sur Google Slides, par exemple, je leur mets des zones de texte de couleur avec des petits messages, en fait, pour communiquer avec eux. C'est une manière de garder le lien. Quand on a beaucoup de groupes, parfois, j'anime des collectifs où j'ai 6 groupes et donc j'ai besoin de garder un peu l'œil sur comment ça avance. Voilà, à la fin, une des manières de prendre la température, l'alternative au petit dessin devant la webcam, c'est tout simplement le nuage de mots. Et puis du coup, quand on repart, donc ça c'est la fin de la première séquence. Donc à la fin de cette première séquence, on a plein d'idées et on n'a rien de très concret. Sauf que moi, c'est comme pour Isabelle, le mot que j'entends à longueur de journée, c'est du concret, on veut des choses opérationnelles. Voilà. Donc on ne peut pas s'arrêter là, évidemment. Et donc la deuxième réunion, donc on fait 2 réunions de 2 heures pour le cadrage. La deuxième, on commence par une synthèse. Donc c'est le commanditaire qui fait la synthèse de ce qu'on a vécu la dernière fois. Là, c'est toujours la synthèse. Et puis alors là, juste pour vous donner, voilà. En fait, la dernière fois, quand on a consolidé tout ce qui était ressorti dans Klaxoon, dans les post-it, ça donnait un méga tableau comme ça. Et à partir de ce méga tableau, il fallait voter. Et donc là, c'est là que je me suis quand même dit, mais comment je vais faire? Parce que là, on va y passer des plombes. Et donc finalement, ce qu'on a fait, c'était qu'on a fait un petit fichier. Donc je leur ai mis un lien. Et ils ont atterri dans ce fichier-là. Et chaque personne avait le droit, ils avaient le droit à 5 votes. Chaque personne avait ses votes. Donc, j'avais fait un menu déroulant tout simple, là, hop, voilà. Et puis derrière, on voyait les résultats de la priorisation et ça nous donnait les thèmes prioritaires qu'ils souhaitaient travailler. Et donc, finalement, là où moi, je m'étais dit à l'avance, oh mon Dieu, mais là, on va se perdre là avec toutes ces thématiques qu'ils nous ont partagées là. Je ne sais plus combien il y en avait en tout, mais c'était incroyable. Finalement, avec quelques astuces techniques, on a pu faire ça de manière très simple. Et puis après, on les a envoyés de nouveau en sous-groupe sur les différentes priorités et ils ont exploré. Et juste à la fin, et ça c'est un point où j'ai dû lâcher prise et puis j'en aurai un autre après. Donc voilà, on ressort en fait, ils ont identifié 3 problématiques principales. Et ils présentent le résultat de leur exploration de ces problématiques, sauf qu'en fait, après, il n'y a personne qui veut s'inscrire sur la deuxième problématique. Donc le groupe se dispatche en 2. Et là, du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puisqu'en fait, on a identifié avec le groupe qu'il y a 3 problématiques qui sont vraiment essentielles. Pour autant, il n'y a personne qui veut travailler la deuxième. Comment on fait? Est-ce qu'on force un peu les choses en disant, non, il faut qu'il y ait autant de personnes sur chaque groupe voilà. Et finalement, là, c'est l'avantage d'être complètement en dehors du sujet, parce que pour le coup, moi, je suis très dans la transition écologique, mais j'y connais rien sur les sujets du bâtiment. Et donc, du coup, j'ai vraiment été à l'écoute de eux, quels étaient leurs besoins et qu'est-ce qu'ils pensaient du fait que ce sujet d'indicateur, là, il ne démarre pas. Et puis, finalement, en fait, en étant à leur écoute, je me suis rendu compte que pour eux, ce sujet-là, il n'était pas aussi essentiel que les 2 autres et que c'était OK, en fait, qu'il ne démarre pas. Voilà.
Et puis juste à la fin, donc voilà, je leur fais un petit klaxon, je leur mets un QR code, comme ça ils peuvent aller avec leur téléphone, c'est plus facile. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est pratique parce que on a en quelques minutes le résultat. Alors il y a 8 votes sur 20, mais en fait, il y avait pas 20 votes. C'était une erreur. Il y avait 8 personnes sur 10 qui ont voté. Donc c'était plutôt un bon score. Et je reviens aussi sur le lâcher-prise. J'ai eu une autre situation de lâcher-prise où donc on avait, pareil, sur une autre thématique, on avait ces 2 temps de cadrage. Une première avec beaucoup d'idées qui émergent. Entre les deux, les leaders qui font une synthèse. Et moi, je regarde cette synthèse et je me dis, oui, elle est fidèle à ce que j'ai entendu dans le groupe. Ils présentent leur synthèse au moment de la deuxième session. Et là, il y a une participante qui dit, ah, mais non, mais moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Moi, ce n'est pas du tout ça que je voulais. Et là, elle amène une idée qui n'était pas du tout sortie la première fois, qui vient complètement chahuter tout. Et puis, ce que j'observe, moi, là, depuis ma place, c'est qu'en fait, ça fait plutôt écho dans le groupe. Alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, cette idée-là, elle n'était c'était pas prévu au programme et c'était très disruptif, en fait, par rapport à ce qu'on avait prévu. Et donc là, j'ai eu un petit moment où je sentais le sol se dérober sous mes pieds en tant que facilitatrice, où je me disais, oh là là, mon Dieu, on va arriver à la fin de cette séquence de cadrage et on n'aura rien de concret, justement. Et puis là, du coup, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que vraiment faire confiance au processus et faire confiance au collectif. Et donc, j'ai remis en fait cette question dans les mains des leaders, qui sont les commanditaires. Et donc, du coup, de manière... Alors là, c'est hyper transparent. En fait, on ne peut pas les prendre en aparté. Donc, j'ai posé la question devant tout le monde en disant, ben voilà, il y a ce point qui émerge, on ne l'avait pas vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et le groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, ils ont naturellement réorienté. Et puis, du coup, moi, j'ai pu aussi vite retomber sur mes pattes. Mais voilà, du coup, j'étais contente, en fait, de sentir à ce moment-là le déséquilibre et de me rappeler faire confiance au processus. Ça va aller. Et puis, en fait, aussi de me dire, bah, là, moi, je suis là pour faire du mieux que je peux pour accompagner ce collectif. Il y a quelque chose d'imprévu qui se passe et ça arrive, en fait, tout le temps dans la vie d'avoir des imprévus. Et donc, bah oui, peut-être qu'on arrivera à la fin de ces 2 heures et qu'on n'aura pas été là où on avait prévu d'arriver. Peut-être qu'il faudra reprendre une séance. Ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent se produire. Moi, je ne peux pas tout garantir. Et du coup, m'est revenu le principe de la co-responsabilité aussi à ce moment-là, de comment, en fait, chacun autour de la visio s'engage à participer à ce que le collectif réussisse, en fait, dans la mission qui s'est fixée. Voilà. Et alors, du coup, donc, si je reprends un peu les apports que j'ai pu voir dans ces expériences-là de facilitation de ces différentes séquences là, dans les dernières semaines. Moi, vraiment, déjà, un apport du parcours, c'était la nécessité d'être 2 facilitateurs. Donc, en l'occurrence, j'étais toute seule facilitatrice, mais j'avais des commanditaires qui étaient bien, bien présents quand même, et chacun était bien dans son rôle. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce que jusqu'à présent, j'avais toujours animé toute seule des séquences. Et du coup, bah, déjà, on se sent un peu seul parfois quand il y a des moments où justement c'est plus flou, voilà, on aimerait bien avoir un compagnon de route. Et puis aussi parce que c'est plus simple, je trouve, de se répartir les rôles. Et voilà, donc vraiment ça, important pour moi. Et puis la confiance dans le processus et la bienveillance avec moi-même, de me dire, bon, bah, je fais de mon mieux. Et ce que j'ai fait, je l'ai validé en amont avec les commanditaires. Je sais que la copie, elle était bien travaillée. Et voilà, du coup, j'accepte que ça ne se passe pas forcément comme j'avais prévu pour autant. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Céline. Alors, avant de passer à la dernière question, hein, une sorte de clôture, un moment de prise de recul sur tout ce que vous avez vécu et tout ce que ça a changé pour vous. Est-ce que, juste petite vérification, est-ce qu'il y a une question brûlante avant ou une réaction là tout de suite? Est-ce que Dominique, tu as eu des réponses à la question que tu as posée avant qu'on lance Oui, j'ai trouvé des réponses. Oui, oui, tout à fait. Okay. Non, c'est globalement, oui. Je retiens, il faut faire confiance à la méthode. Ok. Mm. Super. Donc, oui, voilà.
Mais pour autant, je pense que les outils, quoi qu'il en soit, enfin, rien ne vaut le présentiel. Enfin, bref, c'est une opinion. Oui, Qui est assez partagé, qui est assez partagé quand même. Ouais. Mais bon. Merci beaucoup. Alors, en attendant peut-être vos futures questions ou réactions qu'on va rassembler à la fin, du coup maintenant pour Émilie, Anne-Céline et Isabelle, c'est un peu le moment de vous demander, voilà ce petit, non pas de côté, mais dézoomage, si c'est à peu près français, sur tout ce que vous avez vécu depuis la formation, avec toutes vos expérimentations, avec peut-être les prises de conscience de ce que ça a changé à l'intérieur de vos équipes et de vos organisations. Voilà, les trois choses principales ou la chose principale, s'il n'y en a qu'une, qui a changé pour vous et qui a changé dans peut-être dans votre façon d'exercer votre métier. Est-ce que, Isabelle, tu as envie de commencer ? Je peux commencer, oui, si tu veux. J'aurais envie de faire une conclusion sur deux aspects. Je pense que le premier, c'est vraiment l'aspect technique. C'est-à-dire que ce que j'en retiens, ce que j'en applique et ce que ça m'a apporté, c'est que finalement, ces techniques de facilitation, d'animation et qui vont aussi sur le domaine de la créativité, c'est des techniques en tant que telles. Et c'est-à-dire que moi, depuis mon prisme de scientifique, effectivement, ça, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais conscience. Nous, on est dans des métiers qui sont effectivement très structurés, avec des méthodes, des techniques. Je fais ma procédure d'essai, je qualifie mon truc, je fais mon rapport d'essai. Et finalement, ces métiers-là sont tout autant techniques et tout autant, quelque part, processés. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de me dire, la façon dont j'aborde avec cette rigueur qui me tient à cœur, elle est tout aussi nécessaire sur ces volets-là et l'approche est la même. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est enrichissant, parce que du coup aussi, ça fait une passerelle et je peux faire comprendre aux personnes avec lesquelles je travaille l'apport de ces méthodes-là par cette transposition-là, en leur disant c'est comme dans vos autres métiers, on va utiliser des outils, on va utiliser des méthodes, c'est comme ce que vous faites d'habitude, c'est juste le domaine et le sujet qui changent. Et ça, en termes de passerelle culturelle, je trouve que c'est vraiment intéressant. Le deuxième aspect, ça fait un peu écho à ce que je disais au début, c'est vraiment cette question de la posture, cette question de l'utilisation de l'ensemble de ces petits capteurs, j'ai envie de dire, qui sont connectés à notre environnement et à nos congénères. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que cette posture-là d'ouverture, on est très concentré dessus quand on est en atelier. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus naturel et c'est une posture qu'on emploie et avec laquelle on s'accorde finalement la majorité du temps. Je vous parlais de cette question du débat qui a pour moi été une illustration très concrète. Aujourd'hui, à part à des moments où soit je suis fatiguée ou soit ça m'énerve vraiment, je ne vais quasiment plus dans le débat. Et pas uniquement dans ces questions où je me dis « Ah tiens, là, je suis en train de faire de l'intelligence collective ». C'est vrai dans mes réunions, c'est vrai dans l'ensemble de ma journée professionnelle. Donc vraiment, il y a une extension de la posture acquise dans l'ensemble des champs professionnels et personnels aussi d'ailleurs parfois. Et ça, je trouve que c'est un plus parce qu'on parle beaucoup de QVT. Pour moi, ça apporte vraiment de la qualité de vie au travail d'adopter ces postures-là, de les partager et aussi, du coup, de questionner par effet miroir les autres sur cette même posture. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es en train de t'énerver en face de moi, je ne m'énerve pas, je ne rentre pas dans ton débat, et du coup, ça interpelle vraiment la posture en face. Et donc, quelque part, il y a du questionnement, il y a de la diffusion au travers de ces éléments-là et de cette posture-là. Donc, je crois que ça, c'est vraiment les deux points principaux que je retiendrai. Merci beaucoup, Isabelle. Anne-Céline, est-ce que tu nous partages aussi ce qui a changé, ce qui est en train de changer pour toi ? Oui, ce qui est en train de changer pour moi. Alors moi, du coup, ce qui est en train de changer, là, c'est... j'ai vraiment beaucoup de plaisir à me mettre au service du collectif et c'est vraiment comme ça que je le vois, en fait. C'est vraiment d'être dans une
une posture de service de ce que peut travailler le collectif et du coup d'être en lâcher aussi complètement sur le sujet. Et c'est très particulier pour moi de l'animer sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme la transition écologique. Et en même temps, j'ai pu observer que ça me régénère vraiment beaucoup. En fait, d'être dans la posture je prends soin du travail de ce groupe et je les laisse, et j'entends, hein, mais je les laisse porter les sujets de conviction. Et donc, moi, ça me nourrit de les entendre sans forcément prendre part, vouloir contribuer, apporter, emmener plus loin. Enfin, voilà. Ça, je les laisse. C'est leur sujet. Et moi, je prends cette posture de facilitatrice. J'avais bien aimé, il y a quelques mois, j'ai participé à un forum ouvert en ligne. C'était pendant le premier confinement. On était 180 de 6 continents. Enfin, c'était un truc incroyable. Et en fait, le facilitateur qui a organisé ça, c'est Mathieu Buet, peut-être que vous le connaissez, Emma et Ségolène. Il organisait, il disait nous, on est la membrane, on n'est pas le cadre, on est la membrane. Donc, il y a quelque chose de souple, en fait, dans ce qu'on vient apporter. Et en même temps, on vient sécuriser le travail de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà, moi, ça, c'est première chose que je vois qui est en train de bouger. Ensuite, la deuxième chose, c'est de reconnaître et de m'approprier plus mon style et de me dire, voilà, en fait, je peux aimer beaucoup les facilitations métaphoriques, voilà, et moi, me sentir plus à l'aise dans l'animation de choses très concrètes, opérationnelles, terre à terre et mises en action. Et c'est OK. Et je disais la semaine dernière à Ségolène et Nathalie qu'en fait, j'avais pris conscience que dans ma tête, jusqu'à présent, il y avait un peu une hiérarchie dans les niveaux de questionnement et dans les facilitateurs qui les animaient, et que je m'étais rendu compte que dans ma tête, c'était le Graal d'animer un questionnement autour de la vision, par exemple, et que c'était un peu beaucoup moins bien d'animer des choses très opérationnelles. Et finalement, là, je suis heureuse de reconnaître qu'il y a différents types, qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie et que tout a son utilité. Voilà, et puis la dernière chose qui change vraiment, c'est le fait d'être davantage détendu sur le résultat, de rentrer plus dans ce principe de co-responsabilité. Et du coup, moi, ça me fait sortir. En fait, j'aime bien les choses carrées. Je ne vous ai pas montré en partage, mais j'ai des conducteurs d'animation qui sont à la minute et j'atterris quasiment toujours sur mon conducteur. Enfin, c'est très précis, mes timings. Bon, voilà. J'aime bien les choses précises, organisées. Voilà. Et en fait, du coup, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour moi, de sortir un peu d'une rigidité pour apprendre à danser avec ce qui se passe dans le collectif. Donc, de me laisser entraîner par le mouvement, alors tout en gardant toujours un peu, parce que ça fait partie de moi, en fait, ce côté organisé, structuré. Donc, je garde ça, mais ça s'assouplit. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Céline. Alors, Émilie, toi, je sais, tu vas nous dire tout ce que ça a changé pour toi-même et puis pour tes équipes et même peut-être pour ta direction. Oui, c'est vrai. Ah, tiens, oui, non, je ne l'avais pas mis dans ce que je voulais dire, mais oui, je pourrais en dire un mot, tu as raison. Non, en fait, je sais qu'Infusio va vous dire la pratique, la pratique, la pratique. Et c'est vrai, il faut pratiquer, parce que la formation, sinon, si on ne pratique pas, ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment par la pratique qu'on apprend, qu'on a des retours d'expérience et qu'on s'améliore. Mais moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est l'intention, l'intention, l'intention. J'ai pris vraiment conscience qu'il ne fallait rien faire maintenant. Et je suis vraiment casse-pied au travail pour ça. Je ne fais rien si je n'ai pas une intention qui est bien définie au départ. Donc, pour le coup, autant dans la facilitation, mais même au quotidien, dans mon activité professionnelle. Je ne demande pas encore à mes enfants de préciser quelle est leur intention quand ils me demandent quelque chose, mais j'en suis pas loin. Mais du coup, voilà, moi, les commandes entre deux portes, une commande d'un supérieur par mail, juste une phrase pour me dire, voilà, il faudrait faire ci. Non, je reclarifie, je redemande l'intention et je ne démarre rien. Je me souviens... au Bercy Lab, là, le lab du ministère des Finances, il y a pas mal de citations qui sont affichées. Du coup, moi, celle qui m'a marqué le plus, c'est celle d'Einstein qui disait que si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à le résoudre, à trouver la solution, quoi. Donc, vraiment, c'est ça, c'est l'intention. C'est la base première maintenant pour moi, pour tout fonctionnement dans mon quotidien. Je trouve que
En fait, j'ai pris conscience vraiment qu'on partait bille en tête à faire des choses et sans savoir ce que c'est. Et c'est pas seulement, et d'ailleurs, pour en revenir à la facilitation, mais c'est pas que l'intention d'ailleurs du commanditaire sur la journée, mais sur les séquences. Parce que moi, je me suis déjà retrouvée à un moment avec un groupe où il y a juste une personne au départ qui dit mais finalement, je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Bah, moi, la consigne, hein, on a une consigne, voilà, pourquoi, ceci, je sais pas, on a posé une question et là, on réfléchit à trouver le truc. Elle me dit, oui, non, mais j'ai bien compris la consigne, mais en fait, je ne comprends pas le pourquoi on fait ça, ça sert à quoi. Du coup, si on a posé une intention et qu'on ne sait pas répondre à ça, alors derrière, il y a tout le collectif qui s'en va avec elle. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, pourquoi finalement on fait ça, je ne comprends pas moi non plus. Et à partir du moment où vous ne savez pas l'expliquer pourquoi on est là et pourquoi on fait ça, ben, vous ne pouvez pas les faire bosser, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas les accompagner et faire émerger des idées, etc. Du coup, vraiment, chaque séquence doit être réfléchie et savoir vraiment pourquoi on le fait, quelle est l'intention derrière. Donc ça, c'est vraiment voilà, moi, c'était ce que je voulais partager. Après, j'ai plein d'autres trucs à partager aussi. Donc, moi, je voulais dire que l'intelligence collective, ce n'est pas une solution miracle en soi. Il ne faut pas qu'elle soit présentée comme ça. Sinon, ça génère beaucoup de frustration. Mais c'est vraiment ce que tu disais, Isabelle, c'est des outils, c'est des techniques. Et voilà, il faut que ça soit appliqué quand c'est nécessaire, voilà, quand ça répond à un besoin. Donc voilà, il ne faut pas vendre du rêve. Il faut aussi bien comprendre en tant que facilitateur, mais aussi faire comprendre aux commanditaires que quand ils souhaitent faire une session en intelligence collective, la plupart du temps, ça va s'inscrire dans une démarche. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pris en compte dans notre direction au départ. Voilà, quelqu'un se disait « Ah, super, tiens, on va faire un atelier d'une journée ou une atelier de 3 heures, etc. sur telle thématique. » En fait, derrière, ça génère des attentes des membres du groupe, des gens qui ont participé. Généralement, ça aboutit à des réflexions sur « Tiens, on va initier d'autres travaux. » Du coup, le commanditaire et du coup, le facilitateur, s'il est remobilisé par la suite derrière, doit vraiment avoir ça voilà, prendre conscience que ça s'inscrit la plupart du temps dans une démarche et pas juste un one-shot de départ. L'importance de bien rappeler les règles, et je reviens aussi sur la co-responsabilité. C'est important de dire que voilà, l'issue des travaux, elle incombe autant à la responsabilité des facilitateurs que du groupe en lui-même. Et du coup, là aussi, ce que j'ai appris par expérience, c'est qu'il faut aussi savoir dire non. Moi, je me souviens d'une personne qui est arrivée, c'était sur une journée entière. Elle est arrivée en début d'après-midi, donc elle n'avait pas du tout eu l'implication du groupe le matin. Et quand on s'est mis à travailler dans les sous-groupes, là, elle a remis en question, elle a dit « je ne comprends pas, moi, je n'étais pas venue pour ça ». Et du coup, vraiment, ça a même fait un temps d'arrêt, c'est-à-dire que le commanditaire qui, lui, participait dans le cadre d'un autre sous-groupe a dû venir, etc. Au début, moi, je n'avais pas été appelée, j'étais sur un autre sous-groupe, mais du coup, moi, quand je suis venue, c'était déjà un peu tendu. Du coup, voilà, j'ai su calmer un peu les choses, il faut savoir un peu lâcher prise, mais aussi, il faut dire à la personne « écoutez, si vous n'êtes pas OK avec la démarche que nous, on a instaurée, qu'on a mis en place depuis ce matin, il n'y a aucun souci, vous êtes libre. Vous pouvez aussi partir. On comprend que votre charge de travail, voilà. Enfin, il y a plein de raisons qui font que la personne ne s'intègre pas, mais il ne faut pas chercher à tout prix que ça fonctionne si ça n'est pas. Et du coup, sa réaction, ça a été de dire « oui, mais si je ne suis pas là, je n'aurai pas le partage des travaux, vous allez garder ça pour vous ». Non, pas du tout. Voilà, faut se sentir libre. Voilà. Et donc, ça a désamorcé un peu la bombe. Mais il faut savoir dire non, ce que je n'aurais pas forcément fait au départ. Je pense qu'en sortant de formation, j'aurais voulu à tout prix que ça marche pour tout le monde. Et je me serais enferrée là-dedans, en fait. On ne s'en serait pas sorti, quoi. Et du coup, ça rejoint le fait de dire qu'il faut toujours être à l'écoute. C'est ce qu'on a été nombreux à dire du groupe. Ça, je l'ai appris d'une facilitatrice. D'ailleurs, c'est super intéressant qu'on ait tous des profils différents en fait, de facilitateurs. Ça, c'est ce qu'on remarque en fait, dans la formation. Au début, moi, bon, bien sûr, mon petit jugement humain, lui, non, je ne le sens pas trop facilitateur dans l'âme. Et en fait, si, en fait, chacun on a des profils différents, on va être plus ou moins bon dans certaines choses, etc. Et souvent, et j'avais une formatrice en facilitation qui souvent revenait vers le groupe en disant c'est OK pour vous là ça va dans le sens que voilà, ça vous va. Du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai repris à mon compte parce que ça permet régulièrement de caler avec le groupe que voilà, on avance bien dans ce vers quoi ils ont envie d'aller aussi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon j'en aurais
j'aurais trop de choses à dire. Et c'est bien s'il y a des questions, donc je préfère laisser le temps aux échanges. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Alors, et merci aussi pour la transition. C'est maintenant le temps des échanges. Donc, j'invite tout le monde, dans la mesure du possible, à rallumer sa caméra. J'ai bien compris qu'il y avait des problèmes de bande passante. Mais là, si vous pouvez, remettez votre caméra. Voilà, c'est chouette qu'on puisse vous voir. Et alors, soit certains d'entre vous ont des questions, là maintenant, tout de suite. Soit, voilà, toujours être dans le et, je vais inviter à chacun, les uns après les autres, à nous dire peut-être les deux, trois choses les plus importantes qui les ont marquées dans l'ensemble de ce moment d'inspiration qu'on a passé, dans l'ensemble de ce que vous ont partagé Anne-Céline, Isabelle et Émilie sur leurs 3 expériences, 3 organisations très différentes. Voilà, donc premier temps, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions là, tout de suite, que vous avez envie de poser, de partager? Et sinon, je vais vous inviter peut-être à nous dire les 3 choses principales que vous retenez de ce moment. Alors, je ne vois rien dans le chat pour l'instant. Dites-moi si quelqu'un lève la main. Ah non, c'est Anne-Céline, donc c'est... Ok. Dominique, tu as la parole. Oui, oui. Alors, si j'arrive à déclencher mon micro. C'est bon. Tu es en mute, Dominique. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Ouais, il arrive. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, oui, très bien. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Non, je suis épaté par, en fin de compte, l'aisance que nos invités partagent, entre guillemets. Vous sens super à l'aise. Ça me met énormément la pression par rapport à l'exercice qu'on va pouvoir faire sur cette fin de semaine. Non, vous avez une aisance. Je suis admiratif. Non, c'est top. C'est ça qui m'a surpris. Enfin, globalement, c'est ce que je retiens, c'est votre aisance. Je veux bien rebondir sur ça, si c'est possible, Emma. Bien sûr. Merci Dominique pour ce que tu partages, parce que justement, c'est quelque chose que je voulais rajouter. C'est-à-dire que, d'une part, aujourd'hui, moi, je me sens pas encore à l'aise. Hein. Alors, je suis contente d'entendre que c'est ce qui transparaît, c'est pas ce que je vis. Et ensuite, ce que je voulais partager, c'est qu'avant, effectivement, de me jeter à l'eau, et notamment sur l'atelier dont je vous ai partagé tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps à observer. Et notamment, donc il y a Nathalie que vous connaissez, et nous, c'est Yael aussi, Guillaume, qui intervenait au CNES. J'ai passé beaucoup de temps à les observer faciliter chez nous, et à leur demander des temps de débrief après pour dire « Et pourquoi tu as fait ça ? Et pourquoi tu as fait ça ? Et pourquoi tu as fait ça ?» et ça m'a énormément appris. Et puis, ça m'a un peu libérée aussi, parce que souvent, Yael, il me disait, parce que je lui disais, mais regarde, tu m'avais partagé ton design avant, et puis en fait, tu as fait ça, et en fait, tu as fait ça, et de me dire, ben ouais, mais en fait, effectivement, et Yael me dire, ben ouais, mais en fait, là, je savais pas, et puis là, j'ai essayé, et puis là, ça s'est passé comme ça. Ah bon, tu l'as perçu comme ça ? Et donc, finalement, c'est échanger aussi comme ça et observer des personnes qui ont beaucoup d'expérience et de les entendre me dire que, ben ouais, il y a des trucs qu'elles n'avaient pas prévus, il y a des trucs qu'ils ne pensaient pas que ça se passerait comme ça, il y a des trucs qu'ils ont trouvé que ça n'avait pas trop marché. Et ça m'a libérée, et puis ça a fait vraiment cette transition entre la formation et puis le saut dans le grand bain. Et après, donc, il y a eu cette séquence d'observation. Après, il y a eu une séquence de co-facilitation. C'est ce qu'Émilie, tu décrivais aussi. Et puis après, il y a eu l'étape dans le grand bain. Après, Et puis, il y a eu des échecs aussi, hein, des fois, de temps en temps. On a partagé la réussite, mais il y a eu notamment un qui ne s'est pas très bien passé. Mais ce n'était pas grave. Et c'est vrai que moi, c'était un atelier sur lequel j'avais énormément de pression, et notamment parce que l'un des commanditaires, c'était le DRH du CNES. Et la dernière séquence, il nous l'a coupé, parce qu'il nous a dit, bah non, stop, c'est bon, on s'arrête là, ça ne va pas dans le sens que je veux. Et donc, c'est quand même un peu raide. Mais finalement, à la fin, il est revenu me voir et il m'a dit non, mais ça va. Enfin, je sais que l'exercice est difficile. Moi, je voulais que ça aille dans ce sens-là. C'est pour ça que je l'ai repris. Mais il n'y a aucun problème. C'est bien que vous soyez jeté à l'eau. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça va? Et donc, voilà, l'échec sur le moment n'a pas été facile à vivre. Mais dans le fond, personne ne m'a tenu rigueur,
y compris le DRH et il y avait 3 directeurs ce jour-là, personne ne m'a tenu regard de ce qui s'est passé ce moment-là, même si au final, on s'était un peu trompé. Moi, je voulais juste... Ah, pardon, vas-y, Anne-Céline. Vas-y, Émile. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Isabelle. En effet, je te rassure, Dominique, moi, je suis très à l'aise en petit groupe. Par contre, quand on est voilà, au lab avec 30 personnes devant soi, debout à co-faciliter, voilà, je respire un bon coup, j'y vais. J'appréhende toujours si on a voulu faire une séquence d'émergence d'idées où après il faut clusteriser ou patatiser, enfin en fonction de comment on le dit, mais je pense que je sais pas du tout si je vais réussir à mettre les bons post-it au bon endroit, dégager les bons thèmes qui vont sortir d'une séquence d'idéation. Il m'avait mis, Emma elle rigole parce qu'il m'avait mis à faire la construction d'un arbre avec où voilà, il y avait chaque branche partait sur une idée, les racines c'était les fondations, enfin voilà, il fallait que je dessine, je suis moi quand je dessine un cheval, on dirait un chien. Enfin bon, voilà. Donc non, j'appréhende toujours quand je suis en facilitation. Donc voilà, mais la pratique, moi je me souviens que pendant le parcours de formation, dès qu'il y avait un exercice, j'étais la première à lever la main. Je crois que j'ai dû en louper 2 ou 3 parce qu'il fallait laisser la place aux autres, mais parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et pendant la formation, moi vraiment, c'est mon conseil. Mais dès qu'il faut faire un check-in, qu'on vous dit, voilà, on vous laisse la main sur le check-in, on veut le check-out, rien qu'un check-in, on peut apprendre beaucoup. Et puis voilà, vraiment, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, du coup, j'aurais envie de dire, aujourd'hui, je me sens plutôt à l'aise et c'est vraiment step by step que je suis arrivée à cet état-là. Ma première étape, ça a été de dire, je design rien, je viens co-faciliter quelque chose qui a été designé par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je n'ai plus qu'à rentrer dans le moule que la personne a prévu. Et puis moi, du coup, ça me permet d'observer. Je peux régulièrement reposer des questions. Après, la deuxième étape, c'était je co-design. La troisième étape, donc je co-design et je co-anime. La troisième étape, c'était je design toute seule et je fais checker mes designs par quelqu'un de plus expérimenté que moi. Et puis là, maintenant, j'en suis à l'étape où j'arrive à designer toute seule et à animer en me faisant confiance. Ça va. Je check avec mon commanditaire, mais je n'ai pas besoin de faire tout vérifier par quelqu'un d'expérimenté en facilitation. Même si je trouve que c'est toujours très intéressant de co-animer avec quelqu'un de différent et d'apprendre aussi de cette personne-là ou de co-designer ensemble. Et j'aime beaucoup le faire du coup à travers la formation, de pouvoir le faire avec des personnes avec qui j'ai jamais rien travaillé avant. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager les choses essentielles? Marie-Camille. Yes. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même un cheminement chez toutes les trois et que c'est avant tout une aventure humaine de faire ça, qu'il faut y croire. Alors bon, moi j'y crois parce que sur la démarche chez VVFS, je suis sponsor, donc j'y crois forcément. Mais j'ai l'impression qu'il faut encore, enfin, en tant que facilitatrice que je serai, si je ne crois pas ou si je ne suis pas à l'aise moi-même dans ce que je vais faciliter, il y a une notion de conviction et qu'on sent très fort chez vous trois. Et surtout, ce que je retiens, enfin du coup je retiens plein de choses, mais c'est la pratique. Et ça, quand on vous entend parler, et c'était une des questions de Grégoire au début finalement, comment vous êtes sauté à l'eau et comment vous arrivez à faire un atelier. Je parle pour moi, je ne sais pas si les autres membres de la promo le partagent, mais pour moi, on en est encore loin parce que franchement, c'est quand je vois le travail que c'est de préparer ça, on a l'impression que c'est des choses très abstraites alors que derrière, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de cadrage, beaucoup d'outils. Waouh! Pour moi, il y a encore du pain sur la planche. Mais donc, merci pour ces témoignages. Voilà. Oui, donc en fait, juste pour dire à Marie-Camille, en effet, c'est vraiment comme Koh-Lanta, quoi. C'est une aventure humaine, pas forcément évident,
Mais par contre, la différence, c'est qu'on sera tous sur les poteaux à la fin parce que voilà, on a tous quelque chose à montrer et à être en fait. Moi, je reviens sur le fait qu'au début, je pensais qu'il fallait rentrer dans le moule du facilitateur parfait. Et pas du tout, vraiment. On apporte chacun quelque chose et c'est important d'en prendre conscience. Mais oui, c'est un cheminement, oui. Moi, je rejoins Anne-Céline, hein. Moi, au début, j'ai d'abord participé en tant que membre à des travaux en intelligence collective. Ensuite, j'ai fait quelques petites animations ou de timekeeper, de choses comme ça. Ensuite, voilà, j'ai facilité le jour J. Et puis après, quand on arrive sur le design, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, le design après. Merci. Peggy, du coup, j'y vais pour moi. Peggy, oui. Écoutez, moi, j'ai noté des choses intéressantes pour moi. En fait, il ne faut pas douter de la puissance du collectif. C'est vrai qu'on facilement, on a envie de dire qu'on a les solutions tout seul. Et donc, il ne faut vraiment pas douter de ça. Qu'il faut croire à la décision par le consentement. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Chez Émilie, du coup, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de bonne solution, ça c'est pareil, ne pas croire que tout est bon et qu'il faut tester avant d'être sûr de soi, c'est plutôt bien. Alors après, je l'avais appris sur la petite capsule de formation, il faut co-animer en donnant des rôles. Et j'ai bien noté aussi qu'il fallait un sachant et un extérieur. Et ça, c'est plutôt bien aussi, quelqu'un qui peut être technique et qui sait rebondir. Ça, c'est l'expérience d'Isabelle. Et puis l'autre qui était assez loin du sujet, mais qui permet de garder une facilitation un peu distante, et ça doit être pas mal. Insister sur l'intention. Alors, ne pas commencer à taffer sans qu'on ait bien compris pourquoi on le fait, ça c'est top. Et je crois que je vais insister avec mon directeur. Et puis le problème de VVFS, clairement, c'est les outils. Il faut absolument qu'on s'imprègne des autres outils. On n'a que Skype et je pense qu'il faut qu'on prenne du temps perso pour aller voir ce que sont la suite Google et tous les outils que vous avez pu nous partager. Et ça, c'est un vrai manque chez nous. Il nous manque des droits, des autorisations pour faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Peggy. Je ne vois pas tout le monde. Du coup, juste sur la partie outils, alors je ne sais pas quelle est la politique de sécurité en vigueur chez vous, mais avant d'avoir des licences, il y a pas mal de choses qui sont testables gratuitement pendant 3 mois. Je sais que Lexoon fait ça pendant 3 mois, et peut-être même là, ils ont prolongé avec le confinement, je crois qu'ils ont étendu la durée de gratuité. Et sur la partie Google, on peut aussi avoir un compte perso. Vous pouvez même vous créer un perso pro, quoi, mais qui vous donne accès à Google Slides, tout ça. Et c'est gratuit. Top. Qui enchaîne pour partager les points saillants de ce qu'il a entendu, ce qu'elle a entendu aujourd'hui? Moi, je veux bien, c'est Amy. Moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est l'importance d'avoir une intention claire, définie, ce que tu disais, Émilie. Je pense que c'est souvent ce qui fait défaut et ça a complètement fait écho à certaines réunions où j'ai pu assister. Je me dis, mais oui, au final, si on m'a demandé pourquoi on avait fait ça, est-ce que j'aurais été capable de répondre très clairement? Ce qui revient chez toutes les 3 quand même, c'est l'importance de la préparation en amont. Isabelle, je crois que c'est toi qui le disais, ce sont des vrais outils. Quand on voit Ségolène ou Emma, on se dit oui, bon, bah, ok, c'est simple puisque finalement ça fonctionne. Mais nous, si on veut que ça fonctionne, on a intérêt à être sacrément préparé, à réfléchir à notre design. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ce sont des vraies techniques. Et cette notion du lâcher-prise, alors c'est un grand terme, hein, ça veut dire beaucoup de choses, mais je pense que, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est on n'est pas responsable finalement de la décision du collectif. Donc, arriver aussi peut-être à prendre du recul. Donc, j'imagine que ce n'est pas parce qu'on te le répète que ça vient de suite. Mais peut-être pour dédramatiser un aboutissement qui ne correspondrait peut-être pas à ce qu'on avait imaginé. Et peut-être avoir essayé d'arriver sans trop d'idées reçues. Voilà. Et puis, laisser faire un peu le groupe par rapport à ce qu'on aura préparé. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai trouvé ça très, très riche, vos témoignages, et concrets. Parce que tout ce qu'on a pu partager jusqu'à présent, c'était dans notre univers VVFS. Et là, d'avoir 3 visions sur des segments différents, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, merci beaucoup à toutes les 3. Alors, je passe la parole à Olivier. Je précise que le temps file là et qu'on est quasiment au bout de notre session. Donc, Olivier, je te passe la parole. Voilà, alors moi j'ai été
très, très intéressé par la notion de préparer les choses en amont. Alors, je pense qu'il faut bien teaser le groupe en amont et bien définir la question. Et j'ai bien aimé ce qu'Anne-Céline a dit sur l'un de ses designs, où il y avait tout un travail sur la question, sur la vision commune et la question du jour, en fait. Parce qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation inconfortable où les gens vont pas savoir pourquoi ils sont là, et du coup, il peut y avoir des débordements qui sont assez ingérables, comme ça a été évoqué ce matin. Donc, voilà, la partie teasing et définition de la question, je pense que c'est vraiment hyper essentiel, quoi. Et ensuite, j'ai bien aimé la notion d'être au-dessus, donc pas rentrer dans les débats, et donc de ne pas avoir peur du résultat qui peut arriver, et on n'est pas responsable de ce qu'a dit le collectif, de ce que produit le collectif. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai retenu de la matinée. Et merci à vous, c'était effectivement très intéressant et assez passionnant. Voilà. Merci Olivier. Alors, est-ce qu'une dernière personne a envie de nous partager ces essentiels de la matinée avant qu'on se quitte parce que le temps est passé? Une dernière des dernières? Ok. Eh ben, Parfait. ce que je vous propose, ben, c'est déjà de remercier chaleureusement nos trois super témoins intervenantes de la matinée. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Voilà, je pense que c'était instructif pour tous les participants, et y compris pour nous, Infusio. Moi, j'ai appris des choses. Donc je vais piquer quelques idées aux unes et aux autres. Voilà. Et ce que Non, je parce vous que je vois, c'est propose. pour ça que je vois Hélène qui dit qu'elle a appris des choses et tout. Donc, Ah ouais. Et ce que je vous invite à faire pour pas qu'on grille plus de temps, parce qu'on sait que le temps est précieux et que c'est déjà, voilà, c'est toujours fatigant de rester longtemps en visio. Là, on va partir, enfin, on va arrêter là notre table ronde. Mais peut-être que vous pouvez poster un petit mot dans le chat avant de raccrocher Le mot de la fin. avec voilà, votre mot de la fin avant de se quitter. Et voilà, donc infini merci à Émilie, Anne-Céline et Isabelle. Et moi, j'ai un mot de la fin. Je le dis, je Oui, trouve que vous avez beaucoup de chance de vivre cette formation de manière aussi croisée dans la présentation que vous avez faite de vous-même au début. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs équipes, plusieurs types de missions. Et je trouve que c'est une grande chance de pouvoir le vivre comme ça ensemble. Chez Laura Merlin, j'avais initié une communauté de facilitateurs internes et c'est hyper riche de pouvoir faciliter dans le service des autres. Parce que du coup, on n'est pas dans le sujet. Et voilà, donc vraiment, je trouve que vous avez une belle opportunité devant vous. et moi, surtout, j'attends la communauté Infusio pour pour échanger justement entre nous. Je pense que c'est très intéressant. Même nous, on apprend toujours. Du coup, voilà. Moi, franchement, je serais preneuse qu'en fin de parcours, on se retrouve encore pour échanger, y compris avec d'autres que vous auriez formés. Voilà. Message reçu. avec grand plaisir. On l'avait fait avant le premier confinement, on avait fait un Oui. apéro. Et puis après, notre vie à tous a changé, donc on ne désespère pas de reproposer ça. Et puis si ça doit être en visio, ce sera en visio, mais on aimerait bien le faire en vrai. C'est dans nos intentions. Voilà. Et ben merci, merci, merci. Merci à tous. Merci à vous pour votre Merci. écoute et bonne continuation. Très bonne journée. Merci. Ouais, Bye bye. Merci, bonne journée. bonne journée. À tout à l'heure.